Victor Cour, bienvenue à toi. Merci d'avoir accepté cette invitation ici sur Limite. Est-ce que tu vas bien? Je vais bien. Ah, parce Ça que va. moi, je vais pas bien. C'est vrai. C'est une brique, hein. Alors, Tu le digères encore. je le digère encore, j'ai même pas eu l'occasion de le finir. On en a parlé, on a dit très honnêtement et tout. Mais alors, tu sais, d'habitude, comment dire, quand on fait une émission, on adore se lancer, aborder plein de thématiques. Et quand je dis je vais pas bien, c'est une blague. Non, j'ai découvert Ouais. vraiment plein de choses dans l'emballement du monde. Ça démarre très fort en arrière, mais avant qu'on rentre dans le vif du sujet, tu es qui? Qu'est-ce que tu fais dans la life? Qu'est-ce que je fais? Donc, je suis enseignant-chercheur dans un institut de recherche qui s'appelle IFP Énergie Nouvelle, un institut de recherche public français. Donc, je donne des cours, j'ai des étudiants qui sont ingénieurs, et puis je mène des recherches, donc je publie dans des journaux académiques, et puis là, ce bouquin-là, c'est l'aboutissement d'un travail de vulgarisation. Voilà, je voulais parler à d'autres personnes que des chercheurs. J'ai peur que cette vidéo se passe en plusieurs parties. Je ne sais pas. On va voir. On va voir. Ça se trouve, vous êtes là pendant une partie. D'ailleurs, bienvenue à vous si vous venez d'arriver sur cette chaîne. Il y a des suggestions YouTube. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, bien sûr, de commenter tout au long. C'est des choses qui vous intéressent, vous voulez préciser des informations aussi. Faites-vous plaisir. Coucou à ceux qui nous écoutent sur Spotify, Deezer, Apple Music et tout le reste. Et attention, n'oubliez pas, si vous êtes lancé longtemps avec nous, de mettre votre vidéo en émission bas carbone. Voilà, il suffit de réduire la résolution. Ça se fait très facilement. Et merci d'être de plus en plus nombreux à nous suivre sur cette chaîne. Alors, Victor, ce livre-là, en fait, en gros, on retrace l'Anthropocène, donc l'impact de l'être humain en tant que force géologique depuis le début, en fait, en gros, hein, depuis que l'être humain, depuis que l'humanité est, jusqu'à son évolution, jusqu'à qu'Homo sapiens prenne le contrôle de la planète entière, jusqu'à aujourd'hui avec le prisme de l'énergie. Ouais. Et on adore ça ici sur Limite, forcément, parce que l'énergie, c'est un petit peu un truc... c'est ta facture, tu le conçois un peu, tu sais, dans la pop culture, comme un faisceau laser, etc. Et on ne se rend pas compte, souvent on a l'impression que c'est grâce à l'être humain, point, qu'on en est arrivé là, mais que le facteur énergie reste au centre des choses. Mais pourtant, dans ce livre-là, il n'y a pas que l'énergie, en fait, que tu amènes. Ouais, bien sûr. Alors moi, ma formation de base, je suis ingénieur, et puis j'ai fait un doctorat d'économie, et je travaillais sur le lien entre consommation d'énergie et croissance économique. Donc ça fait un petit moment que je me dis que l'énergie, c'est au centre un peu voilà, du sujet actuel sur la transition, sur la capacité de croissance, sur le dépassement des limites planétaires, etc. Mais par contre, quand j'ai commencé à réfléchir, à vouloir un peu raconter, au début, ce que je voulais faire, en fait, c'était raconter l'histoire de l'énergie plus que l'histoire de l'humanité, tu vois. Mais il se trouve que ces dernières années, je me suis ouvert à plein d'autres disciplines, sociologie, histoire, anthropologie, et puis j'ai croisé un peu tout ça. Et donc, en fait, le bouquin, certes, le facteur principal que je vais analyser, c'est le rôle de l'énergie pour comprendre les systèmes de domination, en fait, parce que c'est ça la deuxième grande variable du livre, hein, c'est les systèmes de domination des humains entre eux, des sociétés entre elles, dans les sociétés elles-mêmes, par exemple entre classes sociales, entre hommes et femmes, et puis les systèmes enfin, la domination surtout de l'humain sur la nature. Et en fait, pourquoi est-ce que l'énergie c'est hyper important? Parce que l'énergie c'est la source du changement au niveau physique du terme. Quand je change quelque chose, quand je change la vitesse d'un objet, quand je change une composition chimique, quand je change une température, en fait, il y a de l'énergie derrière ça. Et en fait, les sociétés humaines, depuis 300 000 ans, depuis Homo sapiens, mais même avant, ce que les humains font, c'est ils prennent des ressources naturelles dans l'environnement, ils les transforment, et pour ça, ils ont besoin d'énergie, et ils en font des produits manufacturés dont ils retirent des services. Donc ça, ce serait la description la plus basique de ce que c'est une société humaine, quelle qu'elle soit, une société de chasseurs-cueilleurs et une société moderne comme la nôtre. Okay. C'est ouf, quand tu utilisais le titre Emballement du monde, on Ouais. se rend compte que vraiment on est un grain de poussière dans l'histoire de la Terre, et ce qu'on a réussi à faire en transformation d'énergie, en utilisant les stocks disponibles et ainsi que les flux énergétiques, on parle même d'ailleurs, ce serait intéressant, avant de rentrer dans le vif du sujet, donc justement c'est un grain de poussière, mais on voit à quel point ça a eu un impact fort, mais est-ce qu'on peut faire un petit glossaire de l'énergie? Parce qu'il y a toujours un truc qui me donne mal de tête, moi, c'est les histoires d'énergie primaire, énergie finale. Ouais. Stock, flux, kilowattheure, mégawattheure, tout ça. Ouais, compliqué, effectivement. Ça va être important pour comprendre tout ce dont on va c'est parler. les bases techniques. Donc, dans le bouquin, quand il y a des éléments un peu techniques comme ça, généralement, je les mets dans un encadré. Donc, je fais un petit encadré technique. Donc, typiquement, la distinction entre énergie primaire, finale et utile, c'est au début. Donc, l'énergie primaire, c'est quoi? C'est l'énergie qu'il y a dans la nature.
En fait, et qu'on va aller extraire. En fait, on ne produit pas d'énergie. Enfin, souvent, hein, dans les médias, on dit que la Russie produit du gaz et que nous, on produit en France de l'électricité nucléaire. Ouais, on parle en fait, de production énergétique. On parle de production. En fait, on ne produit rien du tout. En fait, tout ce que l'homme peut faire, c'est... Il y a de l'énergie dans la nature, sous forme de stock, de flux, différentes formes d'énergie. Ça, c'est de l'énergie primaire. On va l'extraire et puis on va la convertir dans des formes dites d'énergie secondaire ou finale. Flux, le vent, l'eau. Ouais. C'est ce qu'on considère un flux. Le flux solaire, ouais, par flux exemple. solaire, l'énergie cinétique. Le stock, du c'est courant généralement ce qui. C'est quoi? C'est denrées alimentaires, c'est de l'énergie pour nous, c'est du stock. Ouais, les stocks de charbon, les stocks de pétrole, les stocks de gaz, les stocks d'uranium. Bois, tout voilà, ça. Ouais. de bois, ok. D'accord. Donc ça, c'est de l'énergie primaire. Mais en fait, elle te sert à rien comme ça. Moi, si je te donne 1 litre de pétrole, t'en fais rien là. On est d'accord. Ah, je peux peindre un peu, non? Ouais, tu peux brûler colmater un trou à la limite, mais bon. Je peux faire un feu, je peux faire le pyromane voilà. vite fait. Voilà, mais bon, ça sert à rien. Ok. Donc, tu as besoin quand même que le système énergétique, il te convertisse cette énergie primaire en des formes finales qui seront déjà un peu plus utilisables pour toi. Donc, ça va être quoi? Ça va être les carburants liquides raffinés, par exemple, donc l'essence, le diesel, que tu vas mettre. Là déjà, c'est un peu mieux pour toi. Si je te donne 1 litre de... T'as une voiture. Il me faut un moteur, il me faut une voiture, c'est ça. Mais t'as 1 litre d'essence, t'arriveras à t'en sortir. Ouais. Okay. Je peux faire pas mal avec 1 litre d'essence. Ouais. T'as besoin d'électricité pour faire tourner la caméra qui est là, ton ordinateur, etc. Donc ça, c'est des formes d'énergie finale. Okay. Mais en fait, ce que tu recherches quand tu utilises ces formes d'énergie-là, c'est pas pour elles-mêmes. En fait, tu cherches à te déplacer. Par exemple, quand tu utilises ton litre d'essence, ce que tu cherches à faire, c'est avoir de l'énergie utile, c'est-à-dire avoir du mouvement dans les roues de ta voiture. D'accord? Donc en fait, t'es passé on prend l'exemple de la voiture, il est très bon. T'es passé d'une forme d'énergie primaire, le pétrole, qui est dans la nature, que une compagnie pétrolière a extrait pour toi, d'accord? Il l'a raffiné en essence, c'est une forme d'énergie finale. Il te l'a livré à ta pompe à essence, ok? Toi, tu l'as mis dans ta voiture. Et quand cette essence brûle dans ton moteur pendant que tu roules, ça permet d'activer des pistons, d'activer les roues de la voiture. Et donc, ça génère du mouvement. Donc ça, c'est de l'énergie utile, c'est de l'énergie mécanique. Et ça, c'est vraiment ce qui te permet de récupérer le service énergétique que tu cherchais depuis le début, en fait. C'est te déplacer. Okay. Donc on est passé d'énergie primaire, finale, à utile. Et à chaque fois, on a des conversions. Et donc, on a des pertes aussi énergétiques sous forme de chaleur. Ouais, il y a un rendement de moteur, c'est 30%, 50% max. Voilà. On a, quoi qu'il arrive, les capacités, donc on peut augmenter l'efficacité, etc., etc. Et on va avoir le temps de creuser tout ça. Victor, c'est la fin d'un mythe aujourd'hui. C'est-à-dire, j'ai toujours eu cette vision très donnée par les films, les jeux vidéo, la littérature, que l'être humain s'est élevé, passé des 4 pattes à 2 pattes, a marché, et par son intelligence a réussi à avoir, et c'est vrai en partie, toutes les techniques d'aujourd'hui, mais également les techniques qui vont nous permettre d'aller encore plus loin, et qu'aujourd'hui on est qu'au début, tu vois, de quelque chose d'incroyable, de galactique, d'intersidéral. C'est vraiment le construit qu'on a aujourd'hui, à travers les dessins animés, tout ce que tu veux, et donc forcément, à travers tout ce qu'on nous abreuve, tu as cette croyance-là. Mais qu'aujourd'hui, de plus en plus, on commence à ressentir la limite des choses, et que on se croyait autonome, mais qu'en fait non, les autonomies commencent à nous retomber vachement dans la gueule. C'est la fin d'un mythe, tu crois, on se réveille un peu là? Tu vois, il y a beaucoup de gens qui ont déjà dit que c'était qu'on allait buter sur ces contraintes-là, par exemple dans les années 70 avec le rapport du Club de Rome, le rapport Meadows, tu vois, qui prédisait déjà que on pouvait pas faire de la croissance. Ouais, on peut pas faire de la croissance infinie dans un monde fini. Bon, pour autant, le message, il avait été assez médiatisé, et puis bon, en fait. Il y a eu les chocs pétroliers à ce moment-là, mais en fait, dès les années 80, contre-choc pétrolier, on est reparti comme avant. Et donc voilà. Et donc, alors là, en ce moment, effectivement, là, depuis quelques mois maintenant, avec ce qui s'est passé en Ukraine, ce qui se passe en Ukraine, on recommence à reparler de sobriété, on recommence à parler de la fin de l'abondance. Est-ce que vraiment il y a une prise de conscience aussi générale que ça? Est-ce qu'on est certain que tout le monde a bien compris ça? Et que surtout, j'ai pas l'impression qu'on soit en train de mettre en œuvre dans nos sociétés, dans l'organisation de notre société, ce qu'il faut pour vraiment s'adapter à cette... Des petits changements. Ouais. On a la couverture en noir et blanc. Voilà. Tu vois, c'est des petits changements qui ont lieu par-ci par-là, mais il n'y a pas vraiment de projet de société de transformation, quoi. Non. Là, on y reviendra peut-être, mais un vrai projet de société où on comprendrait que la sobriété, elle doit être au cœur de l'organisation. C'est pas juste demander aux gens de baisser la température. Degrés, quoi, ouais. Voilà.
mettre un col roulé comme toi aujourd'hui, et c'est bon, t'es exemplaire. J'ai essayé. Tu vois, c'est pas ça en fait. Ça veut dire réfléchir à toute la façon dont on se nourrit, dont on se déplace, du travail, comment se passent les loisirs, etc., etc., quoi. Donc c'est C'est énorme. repenser littéralement notre civilisation, Il quoi. faut tout repenser. Ça demande de re-questionner qu'est-ce que c'est les besoins, qu'est-ce que c'est des besoins vraiment les plus nécessaires ou des besoins plus superflus, ostentatoires, etc. Mais alors, du coup, tu vois, ça m'amène un petit peu à cette idée. Il y a quelque chose que j'ai bien aimé dans ton livre, c'est qu'en fait, tout est un flux solaire. Moi, j'ai adoré vraiment cette vision de la chose. Presque tout. Ouais. Presque tout, bien sûr. Parce que la nourriture qu'on fait pousser, ouais. ça a besoin de faire une photosynthèse à un moment donné. Donc, ça a besoin d'énergie solaire, avec le processus chimique qui se produit. Le vent, c'est grâce forcément à la Terre qui est chauffée depuis très longtemps. Donc en fait, c'est tellement des choses qui paraissent évidentes. Ouais. Mais même les stocks qu'on utilise aujourd'hui d'énergie fossile qui nous amènent et qui, voilà, à cause desquels on est dans cette problématique climatique notamment, c'est aussi en fait du soleil compressé en quelque sorte. Du soleil compressé, ouais, fossilisé. Ouais, c'est clair. C'est important de comprendre que la Terre, en termes de système thermodynamique, le seul flux d'énergie en fait qui arrive à la Terre, c'est le flux d'énergie solaire. Alors il y a aussi là l'uranium. L'uranium, ça fonctionnerait pas. On est d'accord que l'uranium, c'est des noyaux qui sont dans le sous-sol. C'est ça. Et qui proviennent de la formation de la Terre il y a 4,5 milliards d'années. Tu vois. Mais c'est clair que la quasi-totalité de l'énergie qu'on consomme, effectivement, ça vient du flux d'énergie qui arrive à la surface de la Terre et qui vient du Soleil. Ouais, donc en fait, ce soleil a alimenté des phytoplanctons. Ouais, de la photosynthèse aussi. Et puis, effectivement, le charbon, c'est de la matière organique végétale qui a été enfouie il y a 200, 300 000 ans. C'est ouf de se dire ça. Et c'était des plantes à la base, effectivement. Et puis, ça a été compressé, chauffé pendant des millions d'années. Donc, c'est vraiment de l'énergie solaire ultra dense, quoi. On utilise de l'énergie solaire qui date d'il y a des millions d'années. Ouais. Moi, je trouve ça incroyable. Et donc, tout ça, bien sûr, nous a amené à des limites dépassées. Je pense que ceux qui sont habitués de cette chaîne ont vu, et on en parle énormément, des limites planétaires. Et ton livre se tourne en 3 axes, et j'ai adoré cette vision, vraiment. D'ailleurs, je t'en parlais, si jamais un documentaire se crée un jour, tu as directement la trame. Le temps des collecteurs, c'est une partie. Ça veut tout dire, le moment où on a collecté. Le temps des moissonneurs, on commence à se dire, ah, vas-y, on moissonne, et puis le temps des extracteurs. C'est ouf, on va de plus en plus loin. Ça va être quoi après le temps des extracteurs? Je sais pas. Est-ce qu'il y aura un temps après celui des extracteurs? Non, mais là, la question, c'est plutôt combien de temps va durer le temps des extracteurs. Le temps dans lequel on est. Est-ce qu'on va aller faire, faire de l'extraction sur Mars, ou est-ce qu'on va rester sur la Terre? Il y en a qui pensent déjà à ça, tu sais. Donc, Oui. Elon Musk notamment. Ouais. D'ailleurs, je crois qu'il y a eu des calculs de probabilité de comment est-ce que tu survis, parce que déjà, c'est un long voyage. Ça a l'air compliqué, cette affaire. Ça se trouve, au moment où tu arrives sur la gravité de la planète Mars, tes muscles sont tout endoloris et tu t'écrases au sol. Ouais, le voyage est long déjà, donc ouais, c'est clair. Ça m'a l'air un peu complexe. Il y a pas mal de réalités. On va creuser cet anthropocène ensemble. Le temps des collecteurs, waouh, j'ai découvert des choses incroyables. J'ai envie qu'on creuse un petit peu cette histoire quand l'humanité, on peut passer un petit peu des différents types d'espèces humaines, mais il y a un moment donné, on était chasseurs-cueilleurs, et moi j'avais vraiment cette image d'un chasseur-cueilleur avec l'homme en tribu, un peu à façon hache de glace, on part chasser, et les femmes qui attendent près du feu avec les enfants. Et de plus en plus, en fait, ça tient plus tellement la route en quelque sorte. Moi j'essaye de comprendre, est-ce que tu peux m'expliquer un peu à quoi ressemblait cette société de chasseurs-cueilleurs? Bon, c'est très compliqué. En plus, tu vois, moi, je suis pas expert. Je veux surtout pas usurper le titre d'archéologue ou d'anthropologue. Mais en fait, c'est clair que ce qu'on t'appuies sur leur travail. J'ai essayé de lire un maximum et de donner ce qui était pour moi les faits les plus saillants, et peut-être essayer d'aller contre certains poncifs un peu. Typiquement, il y avait que les hommes qui chassaient et puis les femmes qui faisaient la cueillette. Ça, on sait que c'est plus vrai maintenant. Mais ce qui est clair, c'est que pour essayer de comprendre un peu ce qu'étaient les chasseurs-cueilleurs il y a 40 000 ans ou il y a 100 000 ans, on a 2 types d'outils en fait. On a soit les restes archéologiques, mais ils sont très pauvres. Ils sont très pauvres, ils sont très rudimentaires parce que quasiment tout a été détruit, et puis parce que une lance en bois, tu la laisses sous terre, tu n'en récupères pas grand-chose 30 000 ans après, quoi. Et après, l'autre argument, c'est d'essayer de dire on a eu des peuples encore qui étaient chasseurs-cueilleurs, où là, il y a
il y a 100 ans, 200 ans qui ont été étudiés par les ethnologues. Et peut-être qu'on peut transposer certaines choses qu'on observe chez eux dans le passé. Alors c'est un peu risqué parce que ça voudrait dire que ça supposerait que ces peuples-là, ils n'ont pas évolué pendant 40 000 ans hein, et qu'ils sont restés figés. Ce qui paraît extrêmement compliqué. C'est peut-être un peuple qui est passé des chasseurs-cueilleurs à l'agriculture et qui à un moment donné est retourné Ouais. parce que c'était des périodes où ça se disloquait aussi. Et ça, c'est un point très important. Ce que tu dis, c'est qu'en plus, ces peuples-là, ils ont été en contact avec d'autres, des sociétés étatiques, etc. Donc peut-être qu'ils ont, par mimétisme, pris certaines de leurs institutions. Enfin voilà. Donc imaginez que juste en regardant les chasseurs-cueilleurs qui demeurent, alors, il n'y en a plus beaucoup, enfin voire quasiment pas. Hein, c'était plutôt au 19e siècle et au début du 20e que les ethnologues avaient comme ça la possibilité d'étudier ces peuples-là. Faut vraiment le faire avec parcimonie et j'ai même une annexe au bouquin pour dire vraiment attention quand on fait ce genre de choses. Mais en tout cas, l'idée qu'on en avait, c'est qu'effectivement, pendant toute cette période de l'humanité, donc depuis Homo sapiens, ça démarre il y a 300 000 ans, mais dans le bouquin, je commence même avant Homo sapiens, parce que par exemple, la maîtrise des outils en pierre, c'était pas propre à notre espèce. Il y a d'autres espèces... Comme la maîtrise du feu, c'était avant... La maîtrise du feu, c'était avant nous aussi. La maîtrise du feu, ça a été super important d'un point de vue énergétique, par exemple. Hyper important parce que ça a permis de... Quand tu manges de la nourriture cuite et non pas crue, tu as besoin de moins mastiquer et surtout, ton intestin a besoin d'allouer moins d'énergie pour digérer la nourriture. En fait, quand tu cuis la nourriture, tu commences à la prédigérer finalement un peu à l'extérieur de ton corps. Et ça a été super important parce qu'avec la maîtrise du feu, ça a permis au corps humain, enfin à l'évolution, plutôt à la sélection naturelle, de petit à petit réduire la taille de l'intestin humain, parce qu'il y avait moins besoin de digérer pendant moins longtemps. Et donc, notamment, l'intestin, ça consomme beaucoup d'énergie. Quand il est très grand, ça veut dire qu'il y a une très grande surface, et donc beaucoup de sang qui passe, et donc beaucoup d'énergie. Et en fait, ça a permis de... C'est ça, la digestion mobilisait beaucoup plus de ressources. Voilà, et donc la digestion de matière cuite nécessite moins d'énergie pour toi, ton corps. Tu digères mieux, en fait. Et du coup, ça a permis de rallouer une partie de l'énergie au cerveau. Et le cerveau, c'est l'organe qui est le plus consommateur d'énergie par unité de masse. Et en fait, c'est ça qui a permis à un moment à l'humanité d'avoir une croissance de son cerveau vraiment très importante. Donc là, tu vois qu'un facteur énergétique, maîtriser le feu et pouvoir cuire les aliments, ça a eu un impact sur l'évolution de la physiologie plutôt humaine, et donc derrière sur les capacités cognitives, qui a été super important. Tu vois. Donc le moment où on découvre le feu permet, en plusieurs centaines de milliers d'années... Ça va doucement. Enfin, en plusieurs dizaines de milliers d'années, j'imagine bien que c'est pas... on a découvert le feu, ça y est, je suis super intelligent le lendemain. Non, pas du tout, que c'est un processus lent. Mais c'est intéressant. Donc, c'est-à-dire que la découverte du feu a permis cette évolution cognitive et donc tous les outils qui nous ont permis tout doucement de commencer à avoir de quoi chasser des plus gros gibiers, de pouvoir mieux cueillir. Peut-être aussi, ouais. Alors effectivement, donc c'est pour ça qu'on a parlé, on dit qu'il y a une espèce de révolution cognitive, enfin il y a pas mal d'anthropologues ou archéologues qui parlent de ça, c'est un sujet qui est super débattu. Et ça se retranscrirait dans le fait qu'il y a beaucoup d'art pariétal, par exemple, les grottes de Lascaux ou de Chauvet, c'est à partir de... Ça fait moins 35 000, moins 20 000 ans à peu près, enfin voilà. Et donc il y aurait cette idée que à ce moment-là, il y a eu une sorte de révolution cognitive. On est devenu plus intelligent, plus artistique. Et en fait, moi, ce que j'explique dans le bouquin, c'est que pas du tout. En fait, il y avait tout un tas de facteurs qui étaient déjà là depuis 400 000 ans avec la maîtrise du feu, petit à petit, et que donc on peut tout à fait imaginer un processus continu et non pas du tout une rupture pour expliquer qu'on a l'impression qu'il y a beaucoup plus d'expression artistique à partir de moins 40 000 ans par rapport à avant. Tu vois. Donc ça, c'est un exemple du rôle de l'énergie pour nos ancêtres vraiment très éloignés pendant ce temps des moissonneurs. Je reviens juste sur le fait que... Temps des collecteurs. Temps des collecteurs, pardon. Tu fais bien de me reprendre. Je reviens juste sur le fait que l'idée de diviser l'histoire en ces 3 temps, c'est de dire qu'il y a un système énergétique prédominant dans chacun de ces temps. Mais ça ne veut pas dire pour autant que les systèmes énergétiques d'avant, ils disparaissent. D'accord ? Quand nos ancêtres se sont mis petit à petit à l'agriculture, ils n'ont pas pour autant arrêté de chasser et de faire de la cueillette. D'accord ? Et quand nos ancêtres, il y a un peu moins longtemps, il y a 200 ans, 300 ans, se sont mis au charbon et à la machine à vapeur, et ensuite, il y a 100 ans, au pétrole, ils n'ont pas pour autant arrêté l'agriculture. Et d'ailleurs, on a encore des chasseurs et on a encore
il y a plein de gens qui continuent à aller à la cueillette aux champignons. C'est pas quelque chose qui disparaît, ça y est, c'est Voilà. partie du passé, au revoir. Exactement. Il y a des retours. Moi, je voudrais, avant qu'on aille dans le temps des moissonneurs, qui est celui qui me passionne le plus, hein, parce que moi, j'aime bien qu'on puisse comprendre. C'est beaucoup dans le passé, je trouve qu'on arrive à trouver des clés Ouais. du présent, et on a vraiment pas mal, et on va les creuser. Quand je regarde un petit peu ces collecteurs qui se déplaçaient beaucoup, qui exploitaient l'environnement, en Oui. disant tiens, leur convertisseur, c'est leur estomac, on mange, etc., etc. Ça ressemblait à quoi une société Je veux dire, il n'y avait pas d'État. Ouais. Ça fonctionnait avec combien d'individus J'essaye un petit peu de me projeter dans ce temps-là, tu vois, pour... Ouais. Assez compliqué de répondre à cette question-là parce que justement, il faut sortir de l'idée qu'il y avait un seul type de société. Tu vois la diversité de sociétés qu'il y a à l'heure actuelle culturellement, quoi. Et je pense qu'il faut vraiment s'imaginer qu'il y avait une diversité aussi de modes de vie et culturels à l'époque qui était aussi importante. Hein. Souvent, nous, on se dit, bon, c'était des chasseurs-cueilleurs, ils avaient des techniques très rudimentaires et puis ils étaient dans une espèce de bande égalitaire. C'est un peu ça souvent le truc qu'on a en tête, c'est de dire c'était une espèce de magma de 50 personnes, peut-être un peu consanguin, et puis voilà, et puis il n'y avait pas de chef et tout ça, c'était égalitaire. Bon. En fait, ce que l'anthropologie nous dit, c'est que c'est quand même un peu plus complexe que ça. Et notamment, j'ai un gros passage dans le deuxième chapitre où je parle du fait, en fait, de la question même peut-être de la hiérarchie à cette époque. Parce qu'on a cette idée que c'était des bandes égalitaires. Et en vérité, il y a quelques années, il y a eu des tombes d'enfants et puis d'un adulte, notamment dans un endroit qui s'appelle Sungir en Russie, enfin en Russie actuelle. Et on a trouvé des objets de prestige dans ces tombes qui dataient d'il y a 20 000 ans, je crois, ou quelque chose comme ça. Donc on s'est dit, en fait, à l'époque, ces chasseurs-cueilleurs, il y avait de la hiérarchie parce qu'il y en a qui sont enterrés avec des objets de richesse, etc. Bon. Il y a plein d'arguments pour dire que la richesse, le fait qu'on ait mis des objets peut-être de valeur dans la tombe, ça ne prouve pas que ces gens-là étaient plus riches matériellement que les autres de leur vivant. Et ça ne veut pas non plus dire que, même s'ils étaient plus riches de leur vivant, ça ne veut pas dire qu'ils avaient une capacité de domination et de donner des ordres aux autres. Ah, c'est peut-être sa femme, quand il est mort, il s'est dit tu sais quoi, tout ce bordel, exactement. J'en ai plus besoin, mettez-le dans sa tombe. Non, mais voilà, tu vois, il faut faire vachement gaffe à ça, en fait. Là, il faut faire gaffe à ne pas projeter dans le passé la notion qu'on a, nous, aujourd'hui, de richesse, tu vois, de richesse matérielle. Mais bon, en tout cas, il y a eu plein de débats pour dire, en fait, ça prouve qu'il y avait peut-être des chefs, et en fait, il y avait peut-être déjà de la hiérarchie à cette époque-là, etc. En fait, ce que d'autres recherches montrent, c'est que ce qui peut caractériser le plus les sociétés à cette époque-là, c'est leur plasticité institutionnelle. C'est le fait qu'ils pouvaient, au cours du temps, et peut-être en fonction des saisons et de l'abondance des richesses naturelles, aller de sociétés très égalitaires à des moments vers des formes de sociétés un peu plus hiérarchisées à d'autres moments, parce qu'il y avait besoin d'un chef temporairement, peut-être pour aller à la guerre aussi. Ou pour s'associer avec d'autres sociétés, d'autres tribus, pour faire une grande chasse collective. Parce qu'à un moment, il y a un passage de bison à cet endroit-là, on le sait chaque année. Passage de mammouth et tout, il faut qu'on soit en team. Il faut bosser ensemble. Ouais. Okay. Et donc, il y a cette idée d'une plasticité institutionnelle. C'est-à-dire que pendant une courte période, on est capable de mettre en place des structures peut-être un peu plus inégalitaires, un peu plus hiérarchiques, peut-être avec un chef, peut-être avec une forme de police, je ne sais pas, en tout cas avec d'autres mœurs. Et puis, à un autre moment dans l'année, on rebascule à un mode peut-être plus égalitaire, on se redispatche en petits groupes, enfin que sais-je. Et ça, c'est très important, c'est notamment David Graeber et David Wengrow, donc le premier est anthropologue, le deuxième archéologue. Ils ont sorti un bouquin il y a quelques mois, je crois, ou c'était l'année dernière, qui s'appelle « Au commencement été ». Et ils reprennent toute cette analyse-là. Et en fait, c'est hyper porteur d'espoir aussi pour maintenant, pour montrer que on n'est pas obligé d'être figé dans... Là, on a l'impression qu'on est quand même bloqué dans le type de société qu'on connaît. C'est ça. Tu vois ? Qu'il n'y a pas d'autres possibilités, pas d'autres probabilités d'avoir un autre type de société, que c'est comme ça, point, on a connu que ça. C'est même Margaret Thatcher, tu sais, elle avait cette expression qui disait There is no alternative. Il n'y a pas d'alternative. C'était Tina, T-I-N-A. Et on a quand même... Et on l'a intégré, ce truc-là, en fait. À force du discours politique, j'allais dire, dominant ou moyen, qui est de dire, de toute façon, il n'y a pas d'alternative, il y a la mondialisation. Si on ne fait pas telle et telle réforme, on va ralentir, on va perdre des parts de marché. Donc c'est toujours, tu sais, la course à l'accélération.
parce qu'il y a des endroits où la main-d'œuvre est moins chère, etc. Et puis de toute façon, le capitalisme est ce qu'il est, et on est obligé d'aller que dans un sens. En sociaux, un de mes profs avait dit que nous sommes dans un système qui est le meilleur système possible. Ouais. Mais donc lui, il a décrété ça avec plein d'écrits, etc., de sociologues. Mais alors ça fait peur parce que tu dis, ok, si on est dans le meilleur système possible et que notre meilleur système possible pète les limites planétaires, crée des inégalités et aujourd'hui crée des inégalités parce que le monde était bien plus inégal il y a 100 ans. Ouais. Et tu dis, bah quoi, ça veut dire qu'on est condamné en fait s'il n'y a pas d'autre système. Ouais, c'est ça. Tu sais, Churchill avait dit, en gros, la démocratie libérale, enfin capitaliste libérale, c'est le pire des systèmes à l'exception de tous les autres. Il avait eu cette formule. Et ça fait, donc tu vois, ça fait 70. C'est le moins pire. Ou c'est le moins pire des systèmes? Non, c'est le pire à l'exception de tous les autres. Ouais, c'est ça. C'est le pire. Voilà, il commence sa phrase en disant c'est le pire des systèmes. On se dit pourquoi il dit ça? Et en fait, à l'exception de tous les autres. Donc en fait, tous les autres sont encore pires, quoi. Et il avait surtout en tête ce qui se passait en Russie à cette époque-là avec le communisme. Enfin, en tout cas, bon, ce qui a été appelé communisme à l'époque, mais qui était par rapport à l'idéal communiste plutôt libertaire et d'autogestion, c'était pas vraiment ça en fait. Bon, on pourra y revenir, mais c'est clair que, en tout cas, comprendre que dans le passé, il y a eu tout un tas d'alternatives, tout un tas de choses qui ont été tentées, des sociétés plus ou moins égalitaires qui avaient cette plasticité-là, qu'on pouvait remettre en question des choses, c'est hyper important, je trouve, pour maintenant, pour comprendre que nous aussi, il faut qu'on sorte de cette idée qu'il n'y a pas d'alternative et il faut qu'on ait le courage de se dire qu'on peut tenter d'autres choses et qu'on peut demander d'autres choses, mais aussi être acteur pour essayer de faire advenir d'autres modèles de société. C'est ça, parce que moi, parfois, je rigole avec des potes en disant « Ah, mais t'imagines, on retourne au mode chasseur-cueilleur, ce serait trop un truc de ouf. » Alors là, aujourd'hui, ce serait très compliqué, hein, surtout avec le nombre d'individus que nous sommes sur Terre, quasiment dans quelque chose d'impossible. On aura très vite de tout chasser, de tout cueillir trop rapidement. C'est très dangereux. Mais admettons d'y revenir et parfois, ils me disent « Ouais, mais laisse tomber, c'est la famine tous les jours. » Alors, c'est la galère. Ouais. Prenons dans le cadre du passé, on était beaucoup moins nombreux et tout. C'est vrai qu'on a cette image qu'être chasseur-cueilleur nomade et tout faisait qu'au final, c'était tout le temps la S, quoi. C'était tout le temps le ventre vide et en fait, il fallait courir derrière la bouffe et tout. Aujourd'hui, au niveau de l'archéologie, ça a dit quoi Non, mais tu as tout à fait raison. Et en plus, l'idée, ce serait justement de dire, grâce à l'agriculture qui arrive après, on arrive à créer du stock, des surplus, et donc c'est forcément mieux. Enfin, c'est forcément c'est plus sécure, quoi. Et c'est encore mieux après quand on passe à l'énergie fossile et que donc on a de l'abondance matérielle. Bon. Il y a notamment Marshall Saline, qui était un anthropologue, qui lui a parlé, pour décrire la chasseur-cueilleur, lui il a parlé d'abondance sans richesse. En fait, il disait, si on regarde combien d'heures dans la journée les chasseurs-cueilleurs qu'il a étudiés en Afrique, enfin dans certaines parties d'Afrique, combien d'heures les chasseurs-cueilleurs doivent allouer à ce qu'on appellerait aujourd'hui du travail. Aujourd'hui, on fait la distinction entre le travail et du loisir. Bon, pour ces sociétés-là, ça n'a pas trop de sens. Mais disons, combien d'heures de travail par jour ils doivent utiliser pour, en gros, assurer leur reproduction, c'est-à-dire se nourrir, se loger, et puis avoir leurs outils, leurs vêtements. En gros, il arrivait à ces 3-4 heures dans la journée. Tu vois ? Alors que nous, d'accord. 3-4 heures dans la journée. Il y a des gars d'extrême droite qui diraient « Ces gens qui ne travaillent pas !» Ils en foutent pas une. Tu vois, ils en foutent pas une. Ils en foutent et pas donc, une. ça veut dire que tout le reste du temps, ils ont du temps pourquoi ? Pour l'éducation des enfants, pour se raconter des histoires, donc pour imaginer, pour réfléchir à leurs relations avec l'environnement. Par jour, moi, toute la littérature nous vend, ils partent le matin tôt, ils reviennent le soir tard, les bons chasseurs qui ont chassé, à la Koh-Lanta, tu vois, je suis parti pendant des heures pour choper du poisson, mais c'est ouf. En fait, ils connaissent tellement bien leur environnement, ils savent tellement quoi cueillir, comment chasser, etc. Alors, ils y arrivent. Typiquement sur la chasse, ils n'y arrivent pas tout le temps. Parfois, ils reviennent, c'est zéro. Mais bon, il y a le copain qui lui a réussi, donc on partage. Parce qu'on sait que le lendemain, c'est peut-être quelqu'un d'autre qui arrivera à avoir du succès, etc. Donc il y a cette idée qu'effectivement, les chasseurs-cueilleurs n'avaient pas besoin de travailler, enfin en tout cas d'utiliser beaucoup d'heures dans la journée pour subvenir à leurs besoins. À ce qu'ils exprimaient être leurs besoins. Mais ça veut dire qu'après, ils avaient beaucoup d'heures pour faire tout un tas d'autres choses. Ça a été quand même un peu critiqué cette vision parce qu'on dit bon ouais d'accord mais si vraiment il y a un temps dur qui se passe technologiquement ils étaient quand même pas armés pour faire face et donc il pouvait quand même y avoir des temps de disette un peu plus durs. C'est à ce moment-là que tu te déplaçais.
Parce que, est-ce que justement, ouais. les chasseurs-cueilleurs, on a toujours cette image de on est là, on consomme et on se barre et on change à chaque fois d'endroit. Ouais. Et quoi, ils changeaient toutes les semaines, toutes les 24 heures, enfin tous les Là aussi, jours, tous les mois. Là, C'était parfois par génération. grosse diversité aussi en fonction du milieu, des habitudes. De ce On pouvait que, très bien tu vois, rester là pendant 3-4 générations en effectivement. fait. Je fais même la différence, parce que c'est une différence qui est faite dans la littérature, entre chasseurs-cueilleurs et chasseurs-collecteurs. Les collecteurs, ils peuvent presque être un peu sédentaires ou semi-sédentaires. Et puis en fait, ils rayonnent autour du campement, on va dire, en restant sur le même campement pendant très longtemps. Et puis les chasseurs-cueilleurs, eux, ils sont un peu plus cueilleurs et un peu plus itinérants, quoi. Mais il y avait une diversité de pratiques énorme parce que les environnements étaient d'une diversité aussi très grande et que la très grande force de l'humanité, quand même, ça a été de s'adapter à tous ces environnements-là. Tu vois, on est quand même une espèce qui, en partant d'Afrique, on a colonisé la Terre entière. Ouais, Homo sapiens parti d'Afrique de l'Ouest, Afrique centrale. Ouais, c'est ça. Dépigmentation de la peau du coup. Dépigmentation de la peau en Europe. En Asie un peu quand même. En Asie aussi, ouais. ouais, mais Vas-y. ça démarre a priori en Europe. Alors ça, dépigmentation, c'est parce que le fait d'avoir une peau très pigmentée, ça permet, quand on est dans des endroits, enfin comme en Afrique, Éviter le cancer. d'éviter les cancers. Voilà. Donc en fait, c'est une barrière contre les UV. Mhm. Ok. Par contre, quand on est en Europe, il y a moins de soleil, donc on a moins besoin de ça. Et surtout, ça empêche de bien fixer la mélanine. Ça empêche de bien capter le rayonnement solaire pour synthétiser une certaine vitamine, qui est la vitamine B, si je ne dis pas de bêtises. Vitamine D, le soleil, non? Vitamine D? Ouais, Oui, vitamine D, pardon. ouais, t'inquiète. Vitamine D et qui est hyper importante pour plein de choses, pour le maintien du système nerveux, pour avoir une bonne vision, enfin plein de choses comme ça. Et donc, Nous sommes tous noirs et africains, au fond de nous. Ça, c'est clair. Et en fait, la perte de la couleur de peau noire, de la mélanine, c'est juste une adaptation à l'environnement. Adaptation à l'environnement, tout simplement. Pour pouvoir continuer à vivre dans un environnement moins ensoleillé. C'est juste ça, quoi. Après, j'ai vu dans ton livre, on a 4% de Néandertal quand même dans le Ouais, génome. on est allé voir un peu à droite à gauche, enfin nos ancêtres. Et apparemment, effectivement, il faut bien comprendre qu'à cette époque-là, il y avait plusieurs espèces humaines du genre, ce qu'on appelle le genre humain, le genre Homo. Nous, on est Homo sapiens, on est une des espèces. Alors, il se trouve on est l'espèce qui peut-être a eu le plus de succès évolutif. Là, ça reste un peu flou, quoi. Est-ce que on a... Donc, il y a eu de l'hybridation avec Néandertal, avec une autre espèce qui serait l'homme de Denisova aussi, qui était plutôt en Asie, Sibérie. Et puis après, c'est clair qu'on voit que ces espèces, elles disparaissent au bout d'un moment, hein. Donc, est-ce que c'est parce que nous, on était mieux adaptés, on captait mieux les ressources qu'eux, et donc du coup, on les poussait petit à petit dans des environnements plus hostiles? Ou est-ce que carrément, il y a eu de la guerre, il y a eu des affrontements, et on les a quelque part fait sortir de la scène de l'évolution un peu à marche forcée, quoi. Donc ça, les deux, T'imagines, les deux facteurs. on arrive dans une zone sur Terre, en fait, enfin je crois pas, mais ce serait ouf. On arrive dans un endroit sur une île qui n'a pas été cartographiée où on tombe sur des Néandertals, ce serait un truc de ouf. Là, ouais. Mais on est d'accord que ça relève non, de la fiction. C'est complètement de la fiction. Petit exercice de pensée comme ça. Chasseur-cueilleur, c'est ouf parce que vraiment on se dit qu'on est passé à l'agriculture parce qu'on se dit l'agriculture c'est plus cool, ça permet de stocker, ça permet d'assurer, mais en fait il y a un paradoxe qui est immense que j'ai découvert dans ce livre, c'est qu'en fait c'était pire en fonction, parce que l'agriculture, j'ai quand même vu qu'il y avait des décalages de 6000 ans, hein, donc ça a commencé plus ou moins il y a 10 000 ans, mais il y a des décalages avec des gens qui l'ont des peuplades qui l'ont fait en Asie, genre il y a moins 8000 ans avant notre ère, en tout cas avant JC, notre pote JC, et puis il y a eu des trucs à moins 2000 ans, donc en fait il y a vraiment une disparité immense, c'est pas genre on a claqué des doigts, tous ensemble on est passé à l'agriculture, mais malgré tout il y a un paradoxe de ouf. C'est que non, il y a eu des morts, quoi, quand on est passé à l'agriculture. Tu peux creuser ce truc-là. Là, c'était pas évident que ce soit beaucoup mieux, en fait, au début. Donc, déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que le passage à l'agriculture, finalement, c'est de dire, au lieu de mes convertisseurs énergétiques, j'en reviens à mon énergie, hein, au lieu que mes convertisseurs énergétiques, ce soient des plantes et des animaux qui soient comme ça, sauvages, juste, que tu manges, qu'on mange. Que je mange. Qu'on n'utilise pas. Hein. Ouais, que je mange. Les aliments, voilà, non, mais ça me permet de comprendre. Que je mange, je vais les domestiquer. Donc c'est important de comprendre que on parle souvent de l'invention de l'agriculture, mais ça n'a pas trop de sens de parler de l'invention de l'agriculture. Ce qui est inventé, c'est l'idée de domestiquer. C'est-à-dire et encore là, ça se questionne, c'est-à-dire d'avoir des plantes dans un champ, ça c'est ce qu'on imagine, et puis des animaux parqués dans un enclos.
Bon, ça, c'est la vision qu'on en a. En fait, ça a été hyper progressif. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les chasseurs-cueilleurs, quand ils sont dans leur environnement, ils ont déjà des pratiques ils savent que telle plante, pour améliorer sa productivité, il faut peut-être enlever les mauvaises herbes autour. Ils restent chasseurs-cueilleurs parce qu'ils vont repasser là tous les 3 jours, mais c'est déjà une pratique en fait de soins, tu vois, autour de la plante. Et donc en fait, la domestication des plantes, ça a sûrement commencé par ça. C'est juste du soin apporté à des plantes sauvages autour de nous. C'est pas l'idée de je prends la graine et je la plante et puis je vais faire des rangs serrés pour faire de la culture. Tu vois. Mais je vois ce que je veux dire par domestication, mais donc naturellement, après génération en génération, tu transformes aussi un petit peu la génétique de la plante. Ah, ça, c'est hyper important. Je le décris, c'est que tu as besoin de plantes, par exemple, qui vont mûrir tous à peu près en même temps. Tu as besoin que les grains ils se détachent facilement du reste de la plante, alors que justement, dans la nature, à l'état sauvage, ça va plutôt être l'inverse. Donc, c'est clair que il y a la main de l'homme qui va sélectionner d'une année sur l'autre certaines graines qui venaient de certaines plantes pour sélectionner certains traits. Ça, c'est clair. Alors, il y a un truc avant, parce que là, on arrive dans le temps des moissonneurs, mais avant ça, petite conclusion sur le temps des collecteurs. Ouais. J'imagine que les groupes, c'était très différent, le nombre de personnes qu'il y avait dans des groupes, dans des tribus. Ouais. Mais il y a un truc qui m'a interpellé, c'est le nombre de Dunbar. 150, 150. à peu près. Ouais. Voilà, effectivement. Ça signifie quoi, ce nombre de Dunbar de 150 individus? C'est lié à quoi? En fait, ça permet de comprendre comment s'est fait la diffusion, a priori, d'Homo sapiens, justement, petit à petit, tu vois, en partant de l'Afrique, en gros, et puis petit à petit par diffusion. L'idée, c'est de dire, donc ça, c'est quelqu'un qui est Robin Dunbar, qui vient des sciences cognitives, en gros. Et lui, il dit il y a une espèce de limite au nombre de personnes avec lesquelles on peut être en interaction pour avoir des relations assurées et puis sûres. Avec un suivi et pas genre, ça y est, je le calcule plus. Voilà. Non, voilà, avec des échanges, que ce soit d'intérêts commerciaux, d'intérêts de santé, n'importe quoi, 150 personnes. C'est ça. En fait, ça, c'est une sorte de limite du cerveau humain. C'est une moyenne, ça peut être 100 chez un, 200, enfin voilà. Bien sûr, le chiffre de 150, c'est un peu agrégé. Coefficient, quoi. Ouais. En gros, un groupe pour que tout le monde se connaisse un peu et tout le monde ait des relations, surtout, je cherche le mot pas stable, mais fiable, surtout pour instaurer de la fiabilité, de la confiance. C'est-à-dire, ça met du temps de créer une relation de confiance avec quelqu'un. Tu vois. Donc, tu vas investir du temps, de l'énergie, etc. Et l'idée de Dunbar, elle est un peu encore discutée, mais je la trouve quand même intéressante, c'est de dire, au-delà de 150, quand il y a des conflits, c'est un peu plus dur de les gérer juste en discutant ensemble. En fait, l'idée, c'est de dire, tant qu'on est 100, 150, s'il y a des conflits et s'il y a des mauvaises interactions sociales, on peut dire, bon, de toute façon, vous vous connaissez, donc en gros, on va faire une réunion. On se côtoie et quand il arrive de la famille en commun. Pierre, arrête de t'engueuler avec Jacques, on va discuter, tu vois. Pierre et Guy, petite référence. Voilà. Si vous connaissez. C'est ça. Voilà, donc Pierre et Guy, c'est tranquille, allez, on discute. Voilà, vous faites pas ça, en plus, vous avez peut-être des liens familiaux, enfin voilà, machin, donc on peut discuter. C'est plus facile de résoudre des conflits, des problèmes. Voilà. Mais à partir du moment où on est par exemple 1000, là, non, il y a un gars qui t'a fait une dinguerie, ça devient très difficile de résoudre ce conflit parce que ça devient une sorte d'étranger en quelque sorte. Ou alors, il faut avoir des institutions, il faut avoir des règles en fait. L'État, un État. Ouais, alors on y reviendra sur ça, mais a priori, il y a eu des sociétés non étatiques ou en tout cas sans avoir une hiérarchie très forte qui ont existé aussi à plus de 150. Hein, ça, c'est peut-être possible, mais en tout cas, c'est vrai que on a cette idée qu'en fait, au-delà de 150, quand il y avait trop de tension sociale, mais en fait, la meilleure solution, c'était qu'il y ait une scission du groupe et qu'il y ait une partie du groupe qui se barre et qui aille ailleurs. Et ça restabilise un peu le truc. Et ça restabilise. Et puis, donc, peut-être qu'on était monté à 200 et que donc il y en a 50 qui se barrent et boum, on descend à 50. Alors ça, c'est possible. Ouais. Ça, c'est possible. J'ai une idée, mais comment je fais comment on fait un influenceur qui a 50 000 abonnés Instagram et qui te parle tous comme s'ils te connaissaient? Cognitivement parlant, il y a un bug. Non, mais tu vois. Alors surtout, ce qui est hyper intéressant, c'est que Dunbar montre que même avec les moyens modernes, les technomodernes, notamment email, SMS, tout ce que tu veux, Instagram, le nombre de personnes avec lequel quelqu'un peut sereinement interagir, il reste 150, en fait. Voilà. Ça reste, tu peux pas, tu rajoutes la famille, les amis proches, les collègues, en fait, les personnes qui comptent vraiment, avec lesquelles tu as des relations qui sont pas superficielles, déjà 150, c'est énorme, hein, en fait. Ouais, c'est beaucoup. Tu vois ouais, Et donc, c'est une limite de la psyché humaine, quoi, finalement.
Mais C'est intéressant de le voir parce que du coup, les réseaux sociaux emballent la chose. Mais après, c'est un autre sujet. je reviens Je te laisse juste sur- terminer. ouais, je reviens juste sur le fait que ça, c'est possible, cette diffusion, c'est-à-dire on est trop nombreux, il y a une petite scission, il y a un groupe qui s'en va. Ça, c'est possible tant qu'on peut se déplacer justement dans l'environnement et qu'il n'y a pas un voisin qu'on va aller emmerder. On est d'accord? Mhm. Donc ça a été vrai pour les chasseurs-cueilleurs. Ça explique la diffusion d'Homo sapiens à la surface de la Terre. Mais une fois que le monde, on va dire, est plein au sens où l'humanité est à peu près partout pareil, enfin partout réparti, il y a des humains à peu près partout. Une fois que l'environnement... Après là, avec l'agriculture, ce qui s'est passé, c'est plutôt qu'on a densifié, au contraire, on a créé des villages avec de plus en plus de personnes. Et D'accord. c'était plus nécessaire de bouger génération en génération. On était. De toute façon, on pouvait pas parce que si tu bougeais, tu retombais pas loin sur un autre groupe, en fait. Ouais. Donc tu pouvais plus avoir ce phénomène-là. Donc ça explique aussi que avec la sédentarisation, et ça c'est important de comprendre que il y a des chasseurs-collecteurs qui se sont sédentarisés avant l'agriculture. Souvent, on imagine chasseurs-cueilleurs, ils commencent à dire tiens l'agriculture c'est pas mal, et donc ils se restent au même endroit. Ça s'est pas passé comme ça, c'est l'inverse. J'imagine qu'il y a des choses qui étaient un peu hybrides, quoi. On fait Bien un peu sûr. les deux, voilà. Bien sûr, ça a été. Cultiver un peu, et puis de l'autre côté, voilà. De l'autre côté, on continue de chasser, de cueillir, voire de cueillir. Certaines années, voire en fait l'agriculture, ça merdoie, en fait, ça marche pas. Ben, on va redevenir chasseur-cueilleur. Donc il y a eu plein de tentatives, de cul-de-sac, de retour en arrière, etc. Mais on doit quand même reconnaître que petit à petit, donc l'agriculture, ça démarre dans le Levant, au Moyen-Orient, il y a à peu près 10 000 ans. Il y a plein de foyers indépendants avec cette innovation-là, avec l'apparition de l'agriculture. Et il faut bien avouer quand même que petit à petit, ça s'est diffusé et que c'est plutôt les agriculteurs qui... C'est plutôt le mode énergétique dominant à l'agriculture qui a pris le pas sur celui qui était basé sur la chasse et la cueillette, quand même, tu vois, au cours du temps. Justement, Après plusieurs millénaires. ça commence à m'amener sur un truc. L'agriculture, tout d'un coup, on a du stock. Et l'énergie, c'est à travers ce prisme-là que se base ton livre et notre discussion. Mais donc forcément, à partir du moment où tu parviens à stocker, et je te demande un petit peu, je suis là pour apprendre, là pour tous ensemble apprendre, que tu parviens à stocker grâce à l'agriculture, tout en sachant, et je le note important, ça n'a pas été forcément idéal l'agriculture. Hein. Ouais. Maladies infectieuses, à proximité des bêtes, zoonoses, on tombe malade. D'ailleurs, c'est tous ces sujets qui m'ont amené à être ici sur Limite. Moins de qualité nutritionnelle aussi, parce que moins de diversité génétique. C'est vrai que j'ai pas répondu à ta question première, mais qui était de dire que les premiers agriculteurs, ce qu'on arrive à voir dans les squelettes des premiers agriculteurs, c'est qu'ils sont plus petits, ils sont en mauvaise santé, ça on le voit avec les dents, avec des mesures chimiques, quoi. Ils sont en plus petits, en mauvaise santé que les chasseurs-cueilleurs. Et donc on se demande pourquoi. Mais du coup, pourquoi est-ce que ça a aussi bien marché? Pourquoi ça a été un succès l'agriculture? Bah ouais, vu que c'était pas parce que cool au début. Ouais, ça a l'air d'être naze hein, comme idée. Mais en fait, il faut comprendre qu'il y a ces effets secondaires qui sont plutôt négatifs. Mais il y a un autre effet secondaire de la sédentarité et puis aussi du type de nourriture apportée par le système agricole, qui est que les femmes avaient la possibilité d'avoir plus d'enfants. Donc en fait, il y avait des taux de natalité beaucoup plus élevés chez les agriculteurs que chez les chasseurs-cueilleurs. Et donc même s'il y avait des taux de mortalité qui étaient plus élevés chez les agriculteurs, comme ils faisaient plus de gosses, les taux de natalité compensaient ces taux de mortalité plus élevés. Et donc le plus taux de de croissance bénéfices. nette, le taux de croissance nette de la population était quand même plus grand. Ah d'accord, mais c'est dingue. Donc, en fait, tu pètes ta santé, mais malgré tout, Ouais. ça te permet d'avoir plus de gosses, de subsister plus longtemps. Ouais. Et donc, c'est comme ça que cette bataille, en quelque sorte, à travers les millénaires, a été remportée Voilà. par l'agriculture, ou devrais-je dire, par la domestication Des plantes et des animaux. des plantes et des animaux. Ben ça, là, on a à fond dans le temps des moissonneurs. C'est à partir du moment, je sais pas, on a toujours cette idée de se dire, c'est ça qui a permis de l'émergence des civilisations. Ouais. L'agriculture, le fait, et c'est ça que je voulais revenir un petit peu avec ce que j'avais commencé à énoncer il y a quelques minutes. À partir du moment où tu as de l'agriculture, tu peux faire pousser l'énergie fossile entre guillemets d'aujourd'hui, mais là c'est l'énergie pour notre estomac, donc tu peux nourrir plein de gens, tu as un pouvoir sur les gens, tu as le contrôle des natalités, tu as le contrôle des gens, c'est des stocks d'énergie et c'est ça qui a permis cette émergence des civilisations, des empires, des États. Oui, il y a cette idée que... Alors là, tu vois, quand tu as cette vision-là de l'histoire, tu as une vision de l'évolution des sociétés humaines qui est dite unilinéaire. C'est-à-dire, il y a des stades. Ouais. En fait, il y a des étapes tu check des étapes et ça te permet d'avancer. Tu vois.
C'est encore la vision de l'histoire occidentalo-centrée qu'on a. Pourquoi? Parce que nous, on se considère en bout de course, on se considère être la réussite ultime. Et donc, en fait, on dit, ceux qui sont restés bloqués à des étapes intermédiaires, ils valent moins que nous. C'est ce qu'il a expliqué. Les sauvages, les barbares. Les sauvages, les barbares, ils sont justement pas civilisés. Et c'est ce qui existe encore aujourd'hui, je me permets, mais pour avoir l'expérience d'avoir côtoyé des peuples amazoniens, des peuples Uniqueen, en discutant avec eux, ils disent « Ah ouais, nous, on nous considère comme des arriérés dans un village, on pense qu'on est dans des cavernes, quoi. » C'est ce qui a justifié le colonialisme, en gros, européen, enfin occidental. Okay. Et puis c'est ce qui continue de perdurer en fait maintenant. Alors, moi je suis encore construit visiblement comme ça, tu vois, puisque j'ai cette idée, cette image d'un level up à chaque fois, tu vois. Alors pourquoi est-ce qu'on a cette vision-là de l'histoire? C'est parce qu'on pense que l'évolution des sociétés, ça va du simple vers le complexe. Donc c'est de dire, et puis la limite entre simple et complexe, c'est l'apparition de l'État. Et donc de la civilisation. On met tout ça dans le... C'est marrant comme, tu vois, c'est l'apparition de l'État, c'est aussi l'apparition de l'écriture, et donc c'est l'apparition de la civilisation, et ça fait la différence entre les sociétés qui sont complexes, qui auraient tout ça, et puis celles d'avant, c'est des sociétés primitives. C'est ça les termes qu'on a utilisés pendant très longtemps. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? C'est parce que déjà la vision qu'on a de l'évolution de l'histoire, c'est que on réduit ça souvent à la dimension technique des sociétés, en fait. Et c'est vrai que les changements techniques, eux, ils sont cumulatifs, ils vont du simple vers le complexe. Il faut bien inventer le boulier et puis des systèmes mathématiques de base pour après arriver aux mathématiques plus complexes et puis après à l'ordinateur, etc. Tu vois, les savoirs pour bâtir les techniques, elles sont cumulatives. Tu es bien obligé de passer par des étapes. Et la raison pour laquelle on pense que les sociétés, elles aussi, dans leur ensemble, elles évoluent du simple vers le complexe, c'est parce que ça, c'est la dimension première qui nous importe le plus dans les sociétés occidentales, depuis les philosophes des Lumières, c'est le changement technique, en fait. Et le deuxième truc, c'est qu'on oublie, par ailleurs, qu'une société humaine, c'est fait de plein d'autres dimensions. C'est fait des dimensions sociales, des types d'institutions, des types de religions, des types des rapports à la nature, des cosmologies, c'est-à-dire des conceptions fondamentales du monde. Et tu vois bien que toutes ces dimensions-là d'une société, tu ne peux pas du tout les hiérarchiser. Il n'y a pas de raison, de dire que l'organisation actuelle du travail, par exemple, avec des salariés puis des patrons, c'est plus complexe que, je ne sais pas, le système féodal au Moyen-Âge, par exemple. C'est pas plus complexe. On a l'impression que vu le grand nombre qu'on a et vu les différents types de métiers qu'il y a, on a l'impression que c'est beaucoup plus... Alors ça, ce qui est vrai, c'est que il y a une spécialisation du travail qui, elle, s'intensifie ou devient de plus en plus importante. Tu es expert en enjoliver, quoi. Tu n'es plus expert en roue. Ça, c'est parce que les techniques, elles, deviennent de plus en plus sophistiquées. Donc, tu vois, j'en reviens à ma première dimension, qui est la dimension technique. C'est clair qu'au cours du temps, on a mis en place des techniques de plus en plus complexes, de plus en plus sophistiquées, et que pour maintenir ces techniques, on avait besoin de gens qui étaient de plus en plus spécialisés. Ça peut être vrai, tu vois. Mais il n'y a pas en termes de jugement moral, par exemple, je sais pas moi, la conception qu'on a de la parenté, tu vois, ou de la famille dans les sociétés actuelles. Est-ce qu'elle est plus complexe que la conception de la parenté ou de la famille dans les sociétés aborigènes d'Australie? Non, c'est que c'est deux trucs différents au contraire. Ouais. C'est deux trucs complètement différents. Moi, je peux te dire que je peux te donner le bouquin de Alain Testard où il passe 100 pages. C'est un anthropologue vraiment de très haut niveau. 100 pages pour expliquer comment se passe le système totémique et le système de liens familiaux chez les aborigènes. Mais c'est d'une complexité folle. Honnêtement, c'est incompréhensible pour notre cerveau à nous d'Européens, enfin d'occidental. Tu vois ce que je veux dire? Et donc ça, c'est une dimension sur laquelle tu ne peux pas hiérarchiser. Tu peux juste dire que les sociétés, elles sont organisées différemment. Mais donc du coup, on s'est facilité. Ça a été une justification un peu de conquête, alors du coup, en quelque sorte, d'extractivisme et de domination, en quelque sorte, de sortir cet argument de la barbarie. Regardez, nous, c'est complexe, eux, c'est pas complexe. Le tort en revient aux anthropologues et aux ethnologues du 19e notamment, qui étaient des hommes. Et du 20e, qui étaient des hommes. Et c'est clair que avec un construit, avec une vision. Ouais, le début de l'anthropologie et de l'ethnologie, le but c'était de justifier,
de fournir un discours auto-justificatif à l'impérialisme européen. Des billets de confirmation, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. On est dans la bonne direction parce qu'avant c'était comme ça, regardez, Ouais. ah c'est des barbares, Et regardez. il faut leur ramener la civilisation, tu vois. Mais Voilà. justement, je rebondis vite sur ce. Il faut leur ramener la civilisation. Plus l'autre est différent, plus nous le jugeons simplement. Tu cites ça dans ton livre, Oui. ce qui justifie plein de choses, hein, le fait d'aller faire la guerre, un tel, parce que plus quelqu'un est éloigné, d'ailleurs on peut même le voir dans un microcosme, hein, Oui. en quelque sorte, dans une famille, et ben, plus tu as un cousin éloigné que tu vois pas tellement aux réunions de famille, plus c'est celui sur qui on parle, et c'est celui Ouais, qu'on critique tu et vas habituer qu'on sur lui. Ouais, bien sûr. déshumanise même, tu vois. Ah ouais, c'est sûr. Et moi, je voudrais qu'on creuse un petit peu cette question-là. C'est quoi? C'est un biais cognitif qui est présent en nous? Ou alors, on Ouais. les voit pas, les gens, et juste le fait de ne pas les voir, ah ben, on les imagine. Ouais, c'est vrai qu'on a tendance à faire ça. Alors, c'est un biais, ça c'est compliqué. Franchement, en plus, sur toutes ces histoires de biais cognitifs et tout, je suis pas super compétent et à l'aise. Non, parce que t'inquiète, il n'y a pas de souci, on n'est pas obligé de foncer dedans, mais parce que je trouve ça détermine tellement d'actions de l'humanité, Ouais. tu vois. Et même encore aujourd'hui, comment est-ce qu'on voit des personnes qui sont en train d'émigrer, des réfugiés, Ouais. par rapport à des situations climatiques, des situations de zones de guerre, etc. Où c'est un peu loin là-bas, ça nous ressemble un peu moins, et donc du coup on le juge très simplement, effectivement, mais ça revient un peu aussi à cette vision où on s'estime complexe, on estime les autres plus simples. Ouais. Maintenant, Ce que je peux Ouais. en dire quand même sur ce point, il y a un anthropologue que j'ai lu, anthropologue et expert en sciences cognitives. En gros, lui, ce qu'il dit, c'est que cette faculté qu'on a à un peu avoir un esprit de tribu, tu sais, et puis à effectivement trouver des différences beaucoup chez les autres et à dire que ils sont différents. Donc, en fait, ça viendrait du besoin de créer des coalitions, en fait. Et donc, tu choisis n'importe quel argument qui te différencie d'un autre groupe et ça te permet de renforcer la coalition des gens dont tu penses qu'ils sont effet de groupe un peu alors. Ouais, effet de groupe. Nous contre eux. Voilà, nous contre eux. Et malheureusement, ce serait Et être plus efficace, c'est de se considérer en nous. Ouais, On est et plus ce serait efficace. un outil qui aurait été super important pour former des coalitions dans le passé, donc quand on était chasseurs-cueilleurs, quoi. Donc ça, c'est un peu problématique, mais donc effectivement, et donc une façon de justifier cette différence entre eux et nous, c'est de dire ils sont simples, ils sont arriérés, ils font pas les choses comme nous, etc. Et donc ils font les choses moins bien, quoi. Ce développement de l'agriculture a permis d'augmenter les denrées alimentaires. Moi, ce que j'aime bien dans ton livre, c'est que à un moment donné, tu parles d'animaux de trait. Et tu montres les capacités énergétiques, donc l'énergie qui est nécessaire. Et effectivement, quand tu as un âne ou un cheval qui mange, il est capable de reproduire plus de travail mécanique qu'un être humain, et donc forcément qui a augmenté cette propension. J'imagine que tu n'as pas les chiffres de watts d'énergie développée en tête. Je peux les avoir, c'est rapide. Mais en gros, on oublie effectivement que les animaux, la domestication des animaux, c'était pas que pour les manger, etc. Ça a été aussi pour qu'ils nous aident dans le travail des champs. On les esclavagise un peu aussi. Ouais. Et effectivement, un cheval, par exemple, c'est beaucoup plus puissant. Un humain, en gros, c'est 100 watts. Ça développe 100 watts de puissance En puissance directe. Par contre, water, c'est la puissance. Ouais, ça, water, c'est c'est de l'énergie. Water, c'est l'énergie. Faut faire gaffe à ça. Et watt, c'est de la puissance. Ouais. Très important de faire la différence entre énergie et puissance. Et il y a plein de journalistes qui mélangent les deux. Et dans le débat actuel sur la transition énergétique, c'est super important. Donc l'énergie, c'est la capacité de changer l'environnement, de transformer un système. L'unité de mesure de l'énergie, c'est le joule. Généralement, ça c'est l'unité dans le système international. Mais parfois, toi, tu vas plutôt voir des kilowattheures sur ta facture d'électricité. La puissance, c'est combien d'énergie j'arrive à consommer par seconde, en gros. Donc, C'est débit un peu d'un coup c'est un d'eau. débit, ouais, c'est exactement ça. Tu ouvres le robinet, l'eau coule, Ouais. ça c'est la puissance. Ça, c'est la puissance. D'accord. D'accord? Ce que tu as rempli dans la bassine, admettons, tu as rempli de l'eau dans une bassine, dans un bain, Ouais. l'eau qui est là, c'est ton kilowattheure. Ouais, ça va être. Ouais, c'est ça. Ça va être. J'essaye l'énergie. de. Non, mais C'est l'énergie, c'est de l'énergie. Donc, effectivement, ça va être la vitesse. À laquelle l'eau, ça va être le robinet va. Ton débit, ça va être la vitesse de ton flux, en fait. Ok. Ta puissance. D'accord. Et donc, effectivement, l'unité de la puissance, c'est le watt. Et 1 watt, c'est 1 joule par seconde. D'accord. Donc, c'est bien une quantité d'énergie par unité de temps. Donc, être très puissant, ça veut dire que je peux fournir beaucoup d'énergie sur une quantité réduite de temps. C'est ça la puissance.
Donc c'est pas exactement la même chose. C'est une notion qui est super importante en fait, parce que quand tu regardes à l'échelle globale, Ouais. il y a des pays qui n'ont pas notre capacité en puissance. Et c'est vrai que souvent on dit les énergies, mais on est capable, nous, en peu de temps, de générer beaucoup de puissance, que ce soit par tiens, il y a un pont qui s'est effondré, on arrive à générer énormément de puissance pour faire ça dans un temps rapide. Ouais. Alors que de l'autre côté, c'est les gars, bon, on a de l'énergie, mais on peut pas sortir énormément de puissance, donc eux, ils réparent en une semaine, nous, on a besoin de 10 ans pour réparer le truc. C'est intéressant. C'est un super point ce que tu es en train de mentionner. Je commence à réfléchir avec des amis, enfin des collègues chercheurs, sur le fait que réfléchir en termes de puissance, ça permet de mieux comprendre ce qui s'est passé depuis la révolution industrielle et ce qui va se passer après, plutôt que de réfléchir en termes d'énergie, en quantité d'énergie. Parce que, et ce qui compte donc, c'est la puissance des machines notamment. Parce qu'on est bien d'accord que ce qu'on fait depuis 150 ans, c'est qu'on remplace du travail humain par des machines qui sont abreuvées par de l'énergie fossile, mais surtout des machines de plus en plus grosses. Tu vois ? Et donc des machines de plus en plus puissantes. Donc un corps humain, ça développe 100 watts de puissance. Tu pourrais mettre 10 000 humains qui essaient de tirer un train ou pousser un train, ils ne vont pas y arriver. Tu vois ce que je veux dire ? Tu as besoin d'amener un flux d'énergie dans une quantité de temps tellement restreinte pour faire avancer ton train, ton TGV, que le corps humain, lui, il ne peut pas le faire. Même si tu additionnes un nombre... Ça fait beaucoup d'esclaves qui sont prêts à faire des marathons, les gars. Ils et sont même, chauds, tu vois, ils pourront tirer tout ce qu'ils peuvent. Enfin, ils pourront le déplacer à quelques kilomètres/heure, mais ils ne pourront pas l'amener à 300 km/h. Ce qui fait que tu l'amènes à 300 km/h, c'est que tu es capable de lui amener une quantité d'électricité énorme et que lui, il a des roues, enfin tout un système mécanique qui est capable aussi de travailler à cette puissance-là, tu vois. De dissiper cette énergie. C'est génial parce qu'on a été encore plus, on est quasiment dans le temps des extracteurs, mais alors du coup... C'est vrai qu'on a switché là. Non, mais c'est génial de voir parce qu'on voit vraiment ce boom, 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 ce gros level up. Mais donc du coup, les animaux de trait ont permis vraiment des conquêtes, d'aller beaucoup plus loin, de nous déployer davantage sur la chaîne. De nous aider dans le travail des champs pour produire des surplus énergétiques, donc des surplus agricoles. Plus de naissances du coup aussi. Donc plus de naissances derrière. De nous aider à faire la guerre aussi, tu vois. Les animaux, les chevaux, etc., c'était aussi pour se battre. Ouais, pour plus tirer les chars, etc. C'est ça, en même temps plus de conquêtes, plus de terres, et on les remet au travail, et encore plus. Ça peut être aussi pour aider à pomper de l'eau via un mécanisme. Tu vois, tu as un puits, avec un énorme seau, tu fais faire des allers-retours à un animal de trait pour qu'il exerce un système de pompage. Mais c'est où ça se transpose plus facilement avec les énergies fossiles aujourd'hui, puisque les céréales, c'est les énergies fossiles du passé, entre guillemets, pas du tout, mais j'ai exercice de penser un peu à la con, mais les céréales, en fait, permettaient de nourrir ce qui nous permettait, en gros, des animaux et nous. Et alors qu'aujourd'hui, ces énergies fossiles... En fait, c'est là où le concept de convertisseur énergétique, il est super important. Les machines, donc ta voiture, c'est un convertisseur énergétique. Et d'un point de vue complètement utilitariste, un bœuf qui permet de tirer une charrue, c'est un convertisseur énergétique. Il est en train de transformer l'énergie chimique de sa nourriture en travail musculaire. Et c'est très puissant. Et lui, il peut travailler à 400, 500 watts, ce qu'un corps humain peut pas faire. Toi, si je te fais pédaler très fort sur un vélo, tu vas peut-être monter à 130, 150 watts et encore. Tu vois, ouais, je vais te griller, un toast, et je vais te griller un toast en énergie, et je vais être mort toute ma journée, et le toast que je vais manger ne va pas m'amener l'énergie que j'ai dépensée. Et tu vas le faire sur une période de temps très courte, tu vas pas pouvoir tenir 150 watts très longtemps. Et un bœuf, lui, il peut travailler à 400-500 watts pendant plusieurs heures, etc. Tu vois. Ok, ça, c'est super important. Mais donc les céréales, c'était la base des États, donc pas de céréales, pas d'État. Ouais, on peut revenir à ça. Pas de palais. Pas de palais. Fallait que je fasse cette blague. T'es obligé. Donc on peut revenir au fait qu'il y a quand même plusieurs milliers d'années entre le début et même la diffusion de l'agriculture et après l'apparition de sociétés vraiment très hiérarchisées avec ce qu'on pourrait appeler un État. Okay, ça prend quand même plusieurs milliers d'années cette histoire. Alors là aussi, il faut définir ce que c'est une société étatique. C'est un peu compliqué. Donc on connaît la définition que le sociologue Max Weber avait donnée qui était... Une société, un État, c'est une société dans laquelle il y a un monopole de la violence légitime. D'accord ? Ça veut dire qu'il y a une entité qui a en gros le droit de soit taper ses citoyens s'il estime que c'est légitime, soit d'aller faire la guerre à l'extérieur. D'accord ? Ça, c'était la définition de Max Weber. Elle est un peu restrictive parce qu'en fait, pour que l'État, l'appareil étatique, monopolise la violence légitime, en fait, il a besoin de plein d'autres choses.
Il a besoin justement qu'il y ait une structuration en classe sociale. Il a besoin généralement qu'il y ait des bureaucrates, qu'il y ait une armée. Une religion un peu aussi, enfin généralement, d'idéologie de toute façon. Ouais, une religion ou une idéologie qui tient un peu tout ça. Voilà, donc il y a plein de facteurs, il y a plein de choses pour dire qu'on est dans une société étatique. Et encore une fois, c'est toujours pareil, c'est un processus qui a été continu. Alors, pour revenir à l'émergence des États, donc les premières cités-États, ça apparaît moins 3500 avant Jésus-Christ, donc tu vois, ça fait 5500 ans. Okay, alors que l'agriculture, c'était 10 000 ans. Donc tu vois, il s'est passé 5000 ans avant, entre les deux. Il y a eu plusieurs facteurs qui ont été importants. Déjà, il y a eu, a priori, le fait d'avoir besoin de mettre la main, de contrôler les ressources en métaux pour faire la métallurgie. Donc ça, c'était un premier facteur. La découverte du fait qu'on pouvait extraire certains minerais et en faire des outils, alors soit des outils pour le forgeron, pour l'agriculteur, soit des armes. Et le fait de se dire, ok, ça, les métaux, c'est super important. Le bronze, l'étain, le cuivre, l'étain et donc le bronze ou alors le fer. La volonté d'avoir la main sur ces stocks-là, ça a été apparemment hyper important parce que ça a généré des conflits. Et donc, ça a poussé certaines sociétés justement à avoir besoin d'un chef vraiment autoritaire, peut-être avec le chef qui est capable de donner sa position de chef à son fils une fois qu'il meurt. Donc, tu vois, la pérennité de la hiérarchie. Et puis, de mettre en place une armée de bureaucrates pour... alors, pour faire quoi? Ce qui se passe dans les États, surtout, c'est qu'on est en capacité de lever un impôt, souvent. On est capable de demander un impôt, une contribution à sa population. Et c'est là où je reviens aux céréales, parce que a priori, pas de céréales, pas d'État. Les céréales, et notamment le blé, donc le riz, ça permet justement, pas pour diverses caractéristiques que je détaille dans le bouquin, ça permet justement facilement de lever l'impôt pour une armée de bureaucrates. Les bureaucrates viennent prendre une partie de ton stock, quoi. Ils viennent prendre à chaque agriculteur une partie du stock. Pourquoi est-ce que les céréales, c'est vachement adapté? C'est parce que, les céréales, ils sont visibles au-dessus du champ. Donc même, ils ne sont pas sous terre, comme les tubercules, par exemple. Okay, ils sont au-dessus. Donc même si le responsable des impôts, il passe un peu avant, il voit déjà la taille du champ, donc il peut estimer déjà quel va être le tonnage de la récolte. Et donc quand il va revenir pour après vraiment récupérer les grains, si, bizarrement, le nombre de... La récolte est beaucoup plus petite que ce qui était anticipé, il va se dire « Oula, il y a une partie de la récolte qui est passée quelque part là. » Vous l'avez caché, les gars. Voilà, vous l'avez caché. Ouais. Okay, donc ça, c'est le premier élément. Visibilité, en fait. Et tu vois que la pomme de terre ou le manioc, c'est enterré, beaucoup plus compliqué, tu vois. Ensuite, il y a la simultanéité, le fait que c'est beaucoup plus facile de faire en sorte que toutes tes plantes de céréales, elles arrivent à maturité en même temps. Okay. Et ensuite, il y a la divisibilité, le fait que comme c'est des tout petits grains, tu vas pouvoir justement prendre juste une partie du stock, et puis après, tu vas pouvoir rediffuser. Donc ça, c'est ton impôt. Et puis après, si tu veux payer tes ouvriers, par exemple, parce que ça arrive dans les caisses de l'État. Si tu veux payer tes ouvriers ou quelqu'un ou tes soldats de ton armée en ration de blé, tu peux le faire, parce que tu peux découper à l'infini tes rations, tu vois. Et si tu commences à avoir du manioc ou des tubercules, c'est un peu plus compliqué, tu vois, ça prend plus de volume, enfin voilà. Donc ça, c'est... Et puis facilité de transport aussi des céréales par rapport à tout ça. On dirait que c'est le début de l'argent. Un petit peu, ouais. Et est-ce que c'est pour ça que l'argent s'appelle du blé? Je sais pas. Je sais pas, j'arrive dans des délires. Je me suis jamais fait la réflexion. Mais alors la monnaie... Vérifiez pour moi, s'il vous plaît. Ouais. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on a fait de l'imposition en nature, donc jusqu'à tard, en fait, tu vois. Donc peut-être qu'effectivement, il y a cette relation. Je vais nous lancer sur un mindfuck, parce que c'est pour ça que Mais alors du coup, on évolue. Alors j'ai lu, et ça me paraît très, très sensé, et je vais te poser une question, si pour toi, c'est que ça corrobore et ça colle à notre système qu'on a aujourd'hui, c'est que jusqu'au XVIIIe siècle, il y avait 3 à 4 classes sociales, les nobles, donc les aristocrates, l'église, les artisans, /agriculteurs, ceux qui géraient un petit peu tous les denrées alimentaires qui étaient produites par les ressources produites par les esclaves. Les paysans, et c'est des esclaves, on va pas se leurrer, c'était des galériens et tout ça. Est-ce que c'est pas la même chose qu'on a aujourd'hui? Une aristocratie tout au-dessus, avec des maîtres penseurs idéologiques, donc l'église, tout ce que tu veux.
Et ensuite, une classe bourgeoise qui s'occupe de secteur tertiaire et donc qui s'occupe de gestion de la terre. Sauf qu'aujourd'hui, tu as peut-être un peu. Je veux dire, nos esclaves aujourd'hui, c'est des machines, forcément. Aussi, même si, quand il suffit d'aller voir ce qui se passe au Nord Kivu, on a compris que l'esclavagisme existe encore en partie. Mais on est un peu dans le même système. Ça n'a pas vraiment évolué. Oui, alors cette distinction-là, elle pourrait valoir en fait pour à peu près toutes les sociétés étatiques. Et c'est pour ça que des choses comme tu vois, la distinction en classe sociale, ça apparaît pas avec le capitalisme, ça apparaît avec l'État, effectivement. Ça me fait flipper, excuse-moi, je te lance sur un truc, mais ça me fait flipper, c'est-à-dire que moi je suis quand même en train d'essayer de militer avec limite et avec plein de gens dans la rue en mode on a besoin d'un autre système parce qu'il nous amène tout droit, et on va y arriver hein, forcément, il nous amène tout droit vers de véritables problèmes au pluriel. Mais quand tu regardes depuis le passé, ça fait quand même super longtemps qu'on est dans ce contexte de pyramide. Ouais. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait le nouveau système qu'on pourrait potentiellement mettre en place pour éviter trop de malheurs, ce sera encore une pyramide. En fait, on va toujours être dans ce truc-là. C'est pour ça qu'il faut réfléchir à une sortie, a priori, en fait, des systèmes oligarchiques. C'est effectivement arrêter d'avoir une minorité, une élite. Alors, j'aime pas trop le mot élite, mais en ce moment, vaut mieux parler de bourgeoisie pour identifier cette élite maintenant. Ouais. Mais disons une élite pour... dont on fait partie, toi et moi. Bien sûr. Et ça c'est clair. Non, mais on est d'accord. On est d'accord sur ça. Voilà. C'est important. Parfois, on a tendance à oublier qu'on fait partie des 10%. Enfin, ah oui. On n'est pas dans les 1%, mais on fait partie des 10-15% quand même. Hein. Ouais. On est un peu dans l'élite. Mondiale, à l'échelle mondiale. En ce moment, il y a un questionnement aussi sur est-ce que le capitalisme est compatible avec les limites planétaires, en fait. Et la réponse est... Et ta réponse est quoi? Non, mais moi, ma réponse, ce serait clairement que oui, c'est clair que pour moi, il y a opposition dans les termes. Donc, ça va être clairement que non, c'est pas compatible. Ouais, c'est pas compatible. Il faut sortir du capitalisme pour essayer d'avoir un mode de vie, une société qui est plus en phase avec les limites du système Terre. Ça, c'est clair, il va falloir sortir du capitalisme. Mais pour revenir à ce que tu dis, tu pourrais sortir du capitalisme et avoir quand même un système qui serait autre, qui serait non capitaliste, mais qui serait quand même super extractiviste, avec beaucoup de hiérarchie, des classes sociales, et toujours une minorité qui fait bosser une majorité pour maximiser l'extraction d'un surplus. Mais c'est ça, parce qu'en fait, au final, c'est ça l'URSS. Si tu considères... Ils ont vidé la mer d'Aral, ils ont quand même... il y a eu des dégâts environnementaux, et puis ils avaient une économie qui reposait à mort sur l'énergie fossile aussi. Et pour autant, a priori, on ne peut pas dire que c'était du capitalisme. En tout cas, ce n'était pas du capitalisme de propriété privée. Alors, il y a des gens qui disent non, mais ce n'était pas du communisme, c'était du capitalisme d'État. Ok, bon, mais ce que ça montre, c'est que si on s'accorde sur le fait que sortir du capitalisme, c'est une condition nécessaire, c'est même pas une condition suffisante. C'est qu'en plus, il faut éviter de rester dans ce que j'appelle une méga machine, en fait, une société de type méga machine. Donc ça, c'est un terme que je reprends à Lewis Mumford, qui était historien. Et lui, il a utilisé ce terme pour caractériser les États qui deviennent en fait à visée impériale. C'est-à-dire qu'on a les premières cités-États qui apparaissent il y a 5000 ans, et on a ce qu'on pourrait appeler les premiers empires qui apparaissent, eux, il y a 3000 ans à peu près. C'est-à-dire des cités-États qui ont une volonté d'expansion territoriale, qui ont souvent aussi la volonté d'imprimer leur idéologie, leur religion, qui est pensée comme universelle, sur les peuples qui sont amalgamés dans l'Empire. Et ça, il appelle ça des méga-machines. En gros, c'est des méga-machines, c'est des sociétés humaines faites de rouages humains. Okay, et donc, il se trouve que la forme qui a été prise par les méga-machines dernièrement, c'est une forme de type capitaliste, tu vois. Mais on pourrait très bien être dans une société non capitaliste, mais qui serait toujours une société énorme et dans laquelle on a quand même un objectif de croissance, pourquoi pas, enfin, tu vois, et dans lesquelles on irait toujours à l'encontre des limites du système Terre. On va toujours de plus en plus vite, de plus en plus loin. On arrive dans cet extractivisme, forcément. Mais avant ça, je voudrais qu'on prenne un point et qu'on le remette en contexte. Celui de l'effondrement. Ouais, super important. C'est la thématique qu'on entend le plus, et nous, sur Limite, on en a parlé, forcément. Alors, on ne rentre pas dans la facilité, genre The Last of Us, The Walking Dead, machin chose. Ouais. C'est important de pouvoir le définir parce qu'elle a forcément une connotation négative. Un immeuble qui s'effondre, c'est la guerre partout, genre qu'après, et c'est aussi un petit peu le discours des États, ouais, mais attention, on perd l'État, anarchie,
On va tous se tirer dessus, on va tous se manger, on va devenir des cannibales, on va chasser ceux qui ne nous ressemblent pas. Bref, ça devient The Walking Dead. Hein. Pas les zombies, sauf si on peut considérer que nous sommes tous des zombies du système. Mais en tout cas, que l'humain et l'homme devient vraiment un loup pour l'homme. Bien sûr. Il faudrait qu'on essaye un petit peu de voir ça, même à l'échelle des temps anciens, des civilisations qui se sont dites effondrées. C'est quand même des processus qui sont lents. Je voudrais un peu avoir ton feeling et ton retour là-dessus. Ouais, je passe tout un moment du bouquin où j'analyse ce concept. Parce que ce qui est clair, c'est que factuellement, les méga-machines, justement, dans le passé, hein, donc les États qui avaient des prétentions impériales, on voit bien qu'elles finissaient toujours par se casser la gueule. L'Empire romain, c'est l'exemple type. Ça a duré quelques centaines d'années, il y avait une phase d'essor, et puis on sent bien que ça décline. Ça périclité. Ouais, c'est ça. Okay. Après, la vision qu'on en a, c'est un effondrement brutal, et surtout l'idée que c'est la guerre. C'est la guerre et c'est extrêmement nocif pour la population, qu'il y a des milliers de morts et qu'il n'y a plus rien qui fonctionne, etc. Bon. En fait, ce qui se passe, ce qui s'effondre, c'est pas la société dans son ensemble, c'est l'appareil d'État, c'est l'appareil étatique. Okay. Donc ce qui s'effondre, c'est le fait que le pouvoir était centralisé. Et donc, plutôt que de parler d'effondrement, je préfère utiliser le terme de désagrégation politique et de décentralisation. En vérité, ce qu'on observe, c'est que, effectivement, il y avait un pouvoir qui se décentralisait, il y avait des chefs locaux qui, eux, récupéraient un peu plus de pouvoir. Donc, il n'y avait plus la splendeur de la capitale et la splendeur de l'empereur. Et c'est pour ça qu'on a parlé d'effondrement pendant longtemps, parce que pourquoi le matériel des historiens et des archéologues, c'est notamment la propagande artistique que les empereurs faisaient produire aux artistes pour justement les mettre en lumière. Et donc quand il y a l'effondrement de l'appareil étatique, toute cette art disparaît, toute cette propagande, elle disparaît. Et donc on a l'impression qu'effectivement, il ne se passe plus rien, en gros, que tout le territoire, c'est l'annihilation. En vérité, c'est juste que les gens, peut-être même qu'il y avait des personnes qui se retrouvaient à plus avoir à payer l'impôt à l'État, ils étaient peut-être moins malheureux qu'avant, hein, tu vois. Donc, je pense que parler de désagrégation politique, c'est déjà un peu plus juste, okay, et de dire que c'était pas forcément l'anarchie. Parce qu'il faut le transposer à aujourd'hui. Ouais. C'est des thèmes qui reviennent et qui mettent des gens dans une éco-anxiété pas possible, parce qu'ils se disent, dès qu'on va avoir des grosses pénuries, des ruptures, à l'américaine, film américain, on casse les supermarchés, on vole tout, c'est le bordel. Alors si c'est pas préparé, c'est toujours pareil en fait. Si c'est tout d'un coup un choc externe type pandémie, brutal, qui vient secouer le système et qu'il n'y a eu aucune préparation, aucune anticipation de cette décentralisation, là c'est clair que c'est le bordel. Pourquoi ? Parce que nous, chacun en tant qu'individu, on est super dépendant de l'énergie fossile, du fait qu'on importe quasiment tous nos biens manufacturés, tu vois, actuellement, qu'on ne sait pas produire notre bouffe pour la plupart d'entre nous, enfin, tu vois, bien sûr, effectivement. Après, mais s'il y avait de la préparation, et c'est ce qui est... Il y a beaucoup de gens qui parlent de ça, qui disent, mais en fait, il va falloir retourner à des villages beaucoup plus autonomes, à des territoires beaucoup plus... On parle de résilience territoriale. De résilience, alors ça ne veut pas dire de l'autarcie non plus. Je pense qu'il faut arrêter de penser... Ok, ça veut dire que ces territoires, ils essaieront d'être le plus autonomes possible, mais ils auront forcément toujours besoin de faire venir de l'extérieur certains produits qu'ils ne peuvent pas créer sur place, etc. Donc il y aura plutôt de l'interdépendance entre ces territoires autonomes, ça c'est sûr. Après, ce qui se pose la question, c'est qu'effectivement, comme tu es dans un système où, sur toute la surface de la Terre, là, il y a des États-nations avec des armées. Si toi, tu commences à être le premier à un peu jouer les bisounours pour caricaturer et à dire « Ok, maintenant, on décentralise, etc. », il faut quand même réfléchir au fait que tu as besoin de te prévenir du fait que le voisin, lui, il va peut-être vouloir... tu vois, oui, c'est ça. S'accaparer, prendre. Parce que, excuse-moi, on est quand même dans une société où tu as différents types t'as des gens qui s'arment, littéralement, et qui attendent qu'une seule chose, c'est que ça pète, pour prendre, entre guillemets, le contrôle du quartier, prendre le contrôle. Je veux dire, si tu sais qu'à Lyon, tu as des gens qui marchent et qui... Enfin, tu vois de quoi je parle. Hein. Nous, on est en Belgique ici, mais je vois des trucs un peu affolants où il y a des sorties un peu de groupe en mode « Allez, on va emmerder les Arabes là-bas, etc. » Après la victoire de... Enfin, non, oui, quand le Maroc avait joué, effectivement. Mais ça se passe dans plein de quartiers, de lieux, dans l'Europe entière et même dans le monde, où là, tu te dis...
C'est chaud. S'il y a des déstabilisations bien sérieuses, sûr. t'en as qui vont se dire bon, on va en profiter, ça y est, c'est le moment de reprendre le contrôle. Nous, les hommes, on va reprendre le contrôle sur les femmes avec leur féminisme. Enfin, tu vois, Par je te exemple. caricature, Ouais. mais c'est flippant un peu quand Non, même. mais l'État, il est à double tranchant. L'État, il peut être État-providence, il peut faire en sorte de protéger sa population, il peut faire en sorte de mettre la sécurité sociale. On voit bien que, bon, moi, par exemple, ce qui me fait revenir un peu de l'idéal anarchiste, parce que je suis quand même assez intéressé par les idées anarchistes, c'est-à-dire l'idée de contester le pouvoir, tu vois, étatique. Mais quand tu as le Covid-19 qui arrive, il faut quand même que tu aies une structure étatique pour organiser. Ouais, dans notre société aujourd'hui. C'est quand même compliqué, tu c'est ça. vois. Et puis. Chacun fait à sa façon. Nous, on décide de faire comme ça, on décide de faire comme ça. Ouais, moi je mets le masque, pas Tu moi. Bon, maximises on n'avait ton pas de masque nombre, au début, mais pour mettre en place quand même 2-3 règles, lancer la production des vaccins, etc. Tu comprends bien que s'il n'y a pas une entité un peu qui organise ça, c'est problématique. Bon, pour revenir un petit peu dans le passé, ce qui est clair, c'est que ce qui s'effondrait, c'était plus l'appareil d'État, et il faut sortir de l'idée que c'était forcément la population qui disparaissait, parce que je trouve que il y a un courant de pensée là qui s'est installé, alors notamment en France, je sais pas si en Belgique c'est le cas, mais qui est le courant des collapsologues, tu vois, de dire vraiment tout va s'effondrer, et puis d'ailleurs on invente ce terme. Alors moi ce qui m'a vraiment énervé, c'est l'invention de ce terme de collapsologie, en fait, pour tout dire. Parce que ça entretient un flou sur le fait que ça donnerait l'idée qu'il y a une discipline scientifique qui s'appelle la collapsologie maintenant. Pas encore, peut-être. Ouais, mais tu vois, ça mime, dans le sens où la biologie, c'est l'étude du vivant, ok ? La géologie, c'est l'étude des couches du système Terre et donc de la géosphère. Et puis la collapsologie, ce serait l'étude scientifique du collapse, de l'effondrement. C'est pas ça ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est qu'il y a effectivement des données scientifiques sur lesquelles on peut s'appuyer pour essayer de réfléchir à l'effondrement. Mais de là à créer le flou sur le fait que c'est déjà une discipline, moi ça m'a un peu embêté, tu vois. Oui, et que forcément, et que ce serait inéluctable et qu'on est dedans. Voilà. Comme je te disais depuis le début de cette vidéo, j'aime bien voir un peu et tricoter un peu dans le passé. Et moi, à chaque fois, je lis des trucs du passé, mais je dis, mais Victor, c'est tellement ce qui se passe aujourd'hui. Je veux dire, juste le fait d'avoir cité Étienne de la Boétie, pourquoi un peuple continue d'obéir à une élite? C'est important. Ouais. 3 raisons. L'habitude, c'est vrai. La force des partisans. Des réseaux de partisans. C'est ça. Ouais. La religion ou les idéologies qui sont déjà en place, que l'élite manipule en tout cas pour justifier et conserver des formes de privilèges. Mais moi, je trouve ça incroyable. C'est tellement ce qu'on vit. C'est ce qui s'est passé dans tous les empires, en quelque sorte. C'est sûr que même dans tous les États, tu pourrais dire qu'il y a toujours une forme de religion ou historiquement de religion, maintenant ce serait plus une idéologie, on va y venir, qui justifie le niveau d'inégalité, justement, et qui justifie qu'on n'a pas tous la même place, mais chacun est à sa place quand même, et on va garder les choses comme ça. Ça nous ramène à tout à l'heure, Churchill, ah ouais, c'est le pire des systèmes, et il y a encore pire. Enfin, donc là, je vois où tu veux en venir, ce serait de dire, l'idéologie, ce qui serait la religion aujourd'hui, c'est clair, pour moi, c'est la religion du marché, tu vois, la religion de... L'argent, la monnaie. De l'argent et aussi de la vision qu'on a de ce que doit être l'économie, à savoir que, soi-disant, on est tous des agents rationnels, tu vois, on est tous homo economicus, tout ce qui nous importe, c'est de maximiser, en gros, la quantité de biens qu'on peut consommer. Et puis, il faut que tout soit privatisé parce que le public, ça ne marche pas, et les marchés sont forcément efficaces. Et il faut de moins en moins d'interaction, de mainmise de l'État. Tu vois, c'est l'idéologie néolibérale telle qu'on l'a depuis les années 80. C'est une croyance qui a quand même décuplé la fortune d'une élite, quoi. Enfin, ils ont rajouté des zéros avec ce truc qui matraque. Ouais, qui factuellement... Pour construire des bunkers. Pour se protéger du changement climatique. Bunker qui s'est balayé tout autant, mais bref, continue, excuse-moi. Mais en tout cas, pour revenir à ça... idéologique et soi-disant avancée pour dire justement on n'a pas le choix parce que mondialisation, parce que les pays émergents sont en train de nous rattraper et que si on veut maintenir notre niveau de vie, il faut qu'on flexibilise toujours le marché du travail, tu vois, il faut qu'on détaxe le capital pour faire venir les investissements, il faut qu'on détaxe les hauts revenus parce que si les riches accumulent de la richesse, au bout d'un moment ça va ruisseler. Ça ruisselle, ouais. L'État ne sait pas faire, donc il faut qu'on privatise tout un tas de choses
Je dis bien, ça ruisselle. Ça ruisselle. Je mets guillemets. Non, on est bien d'accord. L'État n'est pas efficace pour faire tout un tas de choses et donc on va privatiser de plus en plus de secteurs. Croyances, quoi. Et c'est soi-disant pour améliorer l'intérêt, enfin, pour aller dans le sens de l'intérêt général. Et en fait, on voit bien le résultat depuis les années 80, c'est qu'il y a toujours des taux de chômage qui sont très élevés, que les salaires stagnent, que les inégalités se sont creusées, enfin, on se demande maintenant, actuellement, là, quand on voit l'entêtement, enfin, tu vois, en France, on a en ce moment le projet de réforme des retraites, un Xème projet pour faire travailler les gens encore plus longtemps, alors qu'il y a des niveaux d'inégalité immenses qui se creusent, qu'il y a certaines entreprises qui font des profits énormes et qu'on ne veut surtout pas entendre parler de mettre en place une taxation plus élevée du capital ou des hauts revenus, là, c'est vraiment de l'idéologie. Tu vois, quand le débat n'est même plus possible et quand de toute façon, on est dans le même mouvement, tu peux voter. Enfin, voilà, en France, Sarko, Chirac, Hollande, tout ça, même depuis Mitterrand, en fait, on est avec l'Union européenne. Et c'est là où il faut bien comprendre quand même que un État-nation qui a abandonné son pouvoir de création monétaire à une autre entité et qui n'a plus non plus de maîtrise sur son budget, hein, c'est quand même les deux grands leviers économiques d'un État, on en a donné la prérogative à l'Union européenne, c'est quand même compliqué de s'imaginer qu'on a vraiment de la liberté pour faire des choses économiquement dans ce cadre-là, en fait. Hein. Oui, surtout que là, c'est purement économique. Je veux dire, ça s'appelait la CE avant l'Union européenne, hein, Communauté économique européenne. Avant ça, c'était Communauté économique du charbon, je sais plus quoi. C'est ça, de l'acier et du charbon. De l'acier et du charbon, effectivement, qui sont quand même la structure de nos civilisations. Enfin, voilà. Et pour revenir à cette idée d'idéologie, elle est présente parce que c'est le discours dominant dans les médias, que quasiment 95% des économistes qui s'expriment dans les médias te vendent ce discours-là, et qu'on te dit qu'on ne peut pas faire autrement. Voilà, ce qui est insupportable, c'est l'idée de dire c'est inéluctable et on ne peut pas faire autrement. Ce construit-là, je le transpose personnellement à Limite, qui est une plateforme indépendante, une association, ASBL, association de fait, vous dites en France, nous on dit association sans but lucratif, dans laquelle notre but n'est pas de gagner de l'argent dans un but de faire des bénéfices, de faire du chiffre d'affaires. Non, c'est de le réinjecter immédiatement dans nos projets, dans tout, et qu'on soit payé au minimum syndical, et on est très heureux comme ça. Mais à chaque fois que je vais voir des personnes qui veulent investir et tout ça, ils me disent « Ah, mais fais une société !» Et je leur dis « Non, ce n'est pas le modèle, ce n'est pas la vision. » Et on me prend pour un fou. Ouais. Je croise des grands pontes, des personnes importantes, et la raison pour laquelle on n'est toujours pas plus et vous n'avez toujours pas plus de contenu, c'est parce qu'on refuse de rentrer dans ce modèle-là. On ne veut pas. Mais on me prend littéralement pour un fou en disant « Mais c'est pas possible, on peut pas entrevoir ce que tu es en train de faire, Vin, c'est génial, tu peux pas entrevoir un autre modèle que celui que tu fais. » Alors que pourtant, et c'est ça qui est intéressant, c'est de se dire « Mais non, mais si, il y a des alternatives. » Mais un construit, j'ai l'impression, donne la sensation que non. Vous devez faire comme ça, les gars, et autrement, c'est pas possible. Ce qui m'amène à, du coup, de nouveau, on retourne dans le passé pour voir un peu le présent, les États et les empires qui ont toujours vécu au-dessus de leurs moyens énergétiques. Mais on est en plein dedans, là. Carrément. Alors, au-delà de... On a bien compris, hein, dans ton livre, il y a le temps de l'extractivisme, on fait pousser, mais là, on va creuser de plus en plus profond pour essayer de sortir un maximum de ressources, de matériaux, d'énergie qui permet de continuer à alimenter cette machine qui s'emballe et qui demande de plus en plus d'énergie, et toutes les pollutions que ça génère, dont le changement climatique, hein, qui est une forme de symptôme de cette situation dans laquelle on est. Mais alors, du coup, il y a quelque chose qu'il faut mettre en avant maintenant, et qu'on a déjà eu dans des talks. C'est une sorte de dénominateur commun. À partir du moment où tu as cet emballement, il y a le fameux les rendements marginaux. Ouais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai la sensation qu'effectivement, et j'en ai discuté avec pas mal de personnes au cours de ces talks, que tout ce qu'on investit comme énergie, en fait, le gain, c'est peanuts, quoi. Alors qu'avant, on faisait des bonds en avant de ouf, quoi. Alors, c'est un concept qui est super important et qui explique en fait, que justement les empires dans le passé finissaient toujours par se désagréger. C'était inéluctable. Rendement marginal décroissant, ça c'est le terme. Rendement marginal décroissant. On peut aussi parler de productivité marginale décroissante. L'idée c'est quoi? C'est que généralement quand tu mets en place une nouvelle institution ou que tu exploites une nouvelle ressource ou que... Voilà. Tu es obligé forcément d'investir au début un peu d'énergie avant de récupérer un retour sur bénéfice. Un bénéfice, on est d'accord? Donc, par exemple, tu vas
consommer de l'énergie pour construire ton puits d'extraction de pétrole et pour extraire du pétrole. Donc tu vas au début consommer et ça va te rapporter plus d'énergie. Ok ? Donc ton rendement énergétique, il est positif. D'accord ? Ce qui se passe au cours du temps, l'exemple des ressources est très bon et après je vais l'utiliser pour d'autres secteurs. On voit bien que les humains, on a quand même tendance, pour une ressource donnée, à d'abord aller extraire la ressource la plus facile à extraire, enfin le gisement le plus facile à extraire, et puis petit à petit, à mesure qu'il s'épuise, on va vers des gisements de moins en moins bonne qualité. Donc sur le pétrole, c'est l'exemple type. En gros, au milieu du XXe siècle, ce qu'on appelle le ROI, c'est-à-dire le Energy Return on Investment, le retour sur énergie investie, il était en gros de 50 pour 1. Le TRE. Le TRE. Le TRE, je te taquine. TRE Le TRA. Le taux de retour énergétique. Donc ça veut dire que quand j'investissais une unité d'énergie dans le système pétrolier, le système pétrolier m'en rendait 50. Okay ? Immense. Ouais, c'est énorme. Une unité d'énergie, donc c'est la construction des pipelines, la construction des puits de forage, etc. Donc ça, c'était l'énergie consommée pour construire ces infrastructures-là. Et 50% sous forme de barils que je récupérais. Aujourd'hui, on est plus à 10 pour 1. Okay, j'investis toujours une unité, mais j'en récupère plus que 10 et pas 50. Okay, et donc, j'ai eu une perte au cours du temps, quelque part, de ma productivité marginale. C'est-à-dire qu'à mesure que j'utilise la ressource, marginalement, ce que j'extrais me rapporte, pour l'instant, toujours positivement, mais de moins en moins. Le positif, il est de plus en plus faible. Okay. L'exemple aussi, ça peut être pour le secteur de la santé. Secteur de la santé, tu as le début de la... Qu'est-ce qui fait que l'espérance de vie a explosé ? Au début, c'est surtout des choses très faciles à mettre en œuvre. Tu vois, c'est l'eau courante, le tout à l'égout dans les villes. C'est ça qui fait que l'espérance de vie dans les villes, elle a explosé au XXe siècle dans les nations européennes. Et donc là, tu as un retour sur investissement qui est énorme, parce que ça ne te coûte pas grand-chose de mettre en place l'eau courante et le tout à l'égout. D'accord ? Par contre, donc tu passes d'une espérance de vie qui passe de 40 à 60 ans. Tu vois, on a un laps de temps très court. Donc tu as gagné 20 ans d'espérance de vie avec un investissement assez faible. Donc tu as un gros retour sur investissement. Tu sers un verre d'eau, et ce verre d'eau te permet de gagner... Un peu de... Voilà, vas-y, on fait l'expérience. Ça, c'est mon verre d'eau. Ça, c'est ton verre d'eau. Tu vois, là, tu m'as rempli mon verre d'eau. Ça m'a permis de gagner 20 ans d'espérance de vie. Mais si je veux passer et gagner encore 20 ans d'espérance de vie, tu vas devoir me ramener des bidons et ici pas une citerne d'eau. Ouais, surtout, je vais devoir t'amener de la nanotechnologie. Enfin, avant ça, de la radio, de la médecine moderne, des vaccins, etc. En fait, donc pour passer des 60 à 80 ans d'espérance de vie, là, on a dû développer la médecine moderne. Et donc, des choses très complexes, en fait, tu vois. En gros, la médecine préventive, etc. Le fait que les vaccins, les médicaments... Qui permettent des gains d'efficacité. Bon, là, c'est un gain, mais là, tu vois, donc là, c'est le même gain de 20 ans, de 60 à 80, mais l'investissement, il a été énorme. Il a été beaucoup plus important. Donc, en fait, la productivité de ces deux stratégies, c'est pas la même. Enfin, le rendement marginal, il était meilleur au début. Il est moins bon après. Tu as aussi un exemple de rendement marginal sur l'école, l'éducation ? Sur l'école, tu pourrais dire effectivement mettre en place un système de l'école, nous, ce qu'on appelle en France l'éducation primaire, okay, maternelle et puis primaire. Ouais. Ça coûte pas grand-chose et ça permet d'avoir une population alphabétisée qui sait lire, compter. Donc, en termes d'individus qui sont d'ailleurs après capables de travailler, c'est énorme. Donc là, il y a un énorme retour sur investissement. Et puis, plus tu vas faire des études longues à tes étudiants, plus par étudiant, ça te coûte de plus en plus cher à l'État. Okay, un étudiant et l'investissement énergétique. Tu vois, un étudiant en école d'ingénieur, je sais pas, ça doit coûter 10 000, entre 6 et 10 000 euros à l'État, tu vois, chaque année dans une école d'ingénieur public en France. Et puis un thésard, moi j'ai été doctorant, j'avais un salaire quand j'étais doctorant. Tu vois, donc si tu t'amuses à amener tout le monde au niveau du doctorat, ça va te coûter un fric monstre. Bon, mais pour autant, moi avec mon doctorat, j'ai coûté peut-être 3 fois plus cher au gouvernement. Je suis pas plus 3 fois productif que quelqu'un qui a un master. C'est ça. Tu vois ce que je veux dire ? Qui aurait un master. Et je ne suis pas non plus 3 fois plus productif pour la société que quelqu'un qui a arrêté ses études après le bac.
Donc tu vois bien que… On peut le voir à l'échelle systémique, ça. Voilà, donc il y a vraiment ce rendement marginal décroissant. En fait, quel que soit le secteur que tu étudies, au bout d'un moment, le rendement marginal, il décroît. D'accord? Et c'est très bien que tu aies dit, on peut le voir au niveau systémique, parce que pour expliquer l'effondrement des empires dans le passé, justement, il faut passer par la théorie de Joseph Tainter, qui était anthropologue et archéologue, et qui a utilisé justement ce concept pour expliquer pourquoi est-ce que les sociétés s'effondrent, les sociétés impériales s'effondrent inéluctablement. Parce qu'avant, ce qu'on faisait, c'est que on disait c'est une combinaison de facteurs. Je sais pas, pour l'Empire romain, c'est les invasions barbares, c'est le fait que le territoire était un peu trop grand. À l'école, on parle d'invasion barbare. Ouais, exemple type. Pour les Mayas, pour la civilisation maya, on dit qu'il y a eu des sécheresses et ce serait un événement climatique. Donc on identifie des facteurs et on dit, voilà, c'est des chocs un peu externes comme ça qui ont tué la bête petit à petit. Bon. La théorie de Tainter, c'est de comprendre qu'en fait, un État, c'est quoi? C'est un type de société qui essaie de répondre à des problèmes, et les problèmes, ils sont infinis, c'est justement ces chocs-là dont j'ai parlé, externes, une sécheresse à gérer, une invasion, voilà. La volonté de créer des surplus aussi, pour une élite, okay, donc ça consomme de l'énergie. Et le problème, c'est qu'à mesure que le temps avance, et que le territoire de l'Empire augmente, et bien justement, il rentre au bout d'un moment dans une phase de rendement marginal décroissant. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, pour gérer, administrer tout ce territoire, t'imagines l'Empire romain, t'allais d'un bout à l'autre de l'Europe, jusqu'en Turquie, et c'était monstrueux, quoi. Donc il faut que tu aies une bureaucratie de plus en plus complexe, avec des intermédiaires, etc. Il faut que tu aies des lois de plus en plus complexes, des institutions de plus en plus complexes. Il faut que tu puisses payer ton armée, tu vois, donc un système de taxes, etc., etc. Et en fait, ton rendement marginal, il diminue à mesure que tu mets en place des choses de plus en plus complexes. Et donc, tu deviens vulnérable à un facteur externe qui va venir te donner le coup de grâce. Et donc, effectivement, quand il y a des barbares à tes portes qui sont peut-être un peu plus puissants qu'il y a 50 ou 100 ans, peut-être qu'il y a 100 ans, tu aurais été capable de les gérer. Mais là, au niveau de rendement marginal auquel tu es, parce qu'il a diminué ce rendement marginal, tu n'arrives plus à faire face, en fait. Et d'où l'effondrement. C'est purement le cas de figure dans lequel on est aujourd'hui. C'est purement le cas de figure. Jusqu'à présent, depuis 100 ans, qu'est-ce qu'on fait pour combattre cette diminution du rendement marginal décroissant? C'est qu'on invente des nouvelles technos et on va puiser toujours plus dans les stocks d'énergie fossile. On n'a jamais consommé aujourd'hui autant de charbon, on n'a jamais consommé aujourd'hui autant de pétrole et de gaz. Ce qui a fait, c'est cette création d'efficacité énergétique par rapport au pic pétrolier. On passe au nucléaire en France et en Belgique et tout ça. C'est ce qui fait que, par exemple, alors le passage du nucléaire dans les années 60, progressivement dans les années 70, ça fait qu'effectivement, on est devenu un peu moins sensible au choc pétrolier. Là, le choc pétrolier, quand le prix du pétrole augmente vraiment très fortement, on y est un peu moins sensible, ça crée moins de récession que dans les années 70. Donc effectivement, on continue à avoir des stratégies mais c'est un peu des rustines, quoi. Et c'est surtout ce qui a empêché les rendements marginaux décroissants vraiment d'apparaître dans les sociétés industrielles, c'est que pour l'instant, on continue à pouvoir aller chercher toujours plus d'énergie fossile. Avec la question du pic pétrolier, ou alors avec la question du changement climatique qui fait qu'on doit arrêter de consommer ces énergies fossiles-là, la question est-ce qu'on peut avoir un système d'énergie 100% renouvelable, donc ou 100% bas carbone, disons, nucléaire, éolien, photovoltaïque, géothermie, qui serait capable, lui aussi, de nous amener de plus en plus d'énergie, parce qu'on serait dans une logique de croissance économique, et que donc il faudrait qu'on continue à combattre l'apparition des rendements marginaux décroissants. Dont ils sont aussi eux-mêmes victimes. Dont ils peuvent être victimes, effectivement. Pareil pour l'éolien, tu vas commencer à mettre tes éoliennes dans les endroits où le gisement il est le plus régulier ou le plus fort. Tu vas mettre tes panneaux photo. Donc il y a aussi, bien sûr, des gisements de différentes qualités pour l'énergie solaire et l'énergie éolienne. Ce qui combat la baisse des rendements marginaux, c'est aussi le changement technique. Mais si au bout d'un moment, ton changement technique, il plafonne, il sature, tu n'arrives plus à avoir des gains techniques, là, tu vas te prendre de pleine face le fait que ta ressource, elle baisse en qualité au bout d'un moment. Tu vois. Donc ça se disloque. Ça se disloque et que peut-être il y a même dans ta population des gens qui vont commencer à se dire je fais sécession, etc. Ça, c'est un super...
il faut comprendre que ce qui met le coup de grâce à l'État quand il commence à buter sur ses rendements marginaux, enfin quand ces rendements marginaux commencent à être vraiment trop décroissants, c'est le fait aussi qu'il y a des chocs externes qui peuvent venir vraiment Covid. emmerder. Covid, voilà, Guerre en Ukraine. ouais, une grosse sécheresse, etc. Et puis il peut y avoir aussi des gens en interne, des parties de la population qui disent ah, c'est quand même de moins en moins intéressant pour moi d'être dans cet état, de payer des impôts, etc. Et ça, on l'a vu, pour le cas de l'Empire romain, on a vu qu'il y a des agriculteurs qui disent bah, j'arrête de payer l'impôt mon impôt, il ne va plus aller dans les caisses de l'empereur, je vais mettre sous la protection d'un potentat local, ok et voilà, donc tu peux avoir aussi des mouvements de sécession. Et ça, on pourrait très bien observer ça dans le futur. Moi, je pense que c'est plus ça qui va se passer. Certains États, quand ils vont commencer à se craqueler un petit peu, il y a des territoires qui vont s'auto... Mais tu le vois un peu, des gens qui commencent à faire la ZAD à Notre-Dame-des-Landes, des gens qui commencent à dire... Belgique, on en a aussi, on a eu Arlon. Ouais. On en a à Anderlecht, dans un quartier urbanisé. Okay. On a une ZAD aussi. Ouais, ça va de plus en plus, ça pousse. Ça des pousse, champignons. On n'en parle pas trop, on médiatise pas trop ça. Ouais. On les fait passer pour des gars qui veulent s'inscrire à Koh Lanta, véridique. Hein. Ouais. Mais c'est vrai que ça pousse de plus en plus. Mais alors du coup, on avance et on va aller vers les perspectives hein, quand même dans tout ça. Mais je trouve ça très fort parce que la fusion nucléaire, c'est un petit peu ce porte-étendard de nouvelles sources d'énergie, mais qui va être aussi, comme le nucléaire l'est aussi, hein, il subit, je veux dire, on est passé à 5% de nucléaire à l'échelle mondiale, on était à 10 il y a une 20 ou trentaine d'années. Donc en fait, elles sont condamnées au même résultat, c'est le rendement marginal décroissant. La fusion, si un jour on arrive à la déployer, bah, de nouveau, c'est dans quel monde et c'est pour faire quoi? Il y a 3 voies pour sortir de ces rendements marginaux et j'ai adoré, parce qu'excuse-moi, mais de nouveau, ça m'amène à notre situation aujourd'hui. J'adore ce livre, vraiment est une vitrine à travers toutes les étapes du monde. C'est une vitrine sur notre situation. Je me permets de lire. Par conséquent, une fois qu'un État commence à emprunter le sentier des rendements marginaux décroissants, c'est notre situation, seules 3 voies de sortie s'offrent à lui. L'entêtement dans une logique d'investissement croissant, similaire à celle menée pendant la phase d'essor. On essaie de faire business as usual, on comprend pas que ça va coincer et on essaie de relancer la machine. Ça c'est quelque chose qui rentre dans toute l'histoire des empires, donc pas que de notre système aujourd'hui. C'est très fort parce que ça résonne beaucoup avec ce qu'on est en train de faire. Ouais. Je prends un autre point. Les innovations majeures ou plus vraisemblablement l'exploitation de nouvelles ressources énergétiques. C'est ce qu'on est en train de dire. Fusion nucléaire, fusion. C'est ce qu'il faut faire. C'est ce qu'on a fait là pendant 150 ans finalement. Pour l'instant, on a eu la manne fossile qui nous a aidés. Et effectivement, en ce moment, on est entre les deux. On est entre cette sortie-là et puis la première. C'est un peu ça. On continue de s'entêter aussi dans l'économie néolibérale, par exemple. C'est là ma préférée. Et la troisième. Comment sortir des rendements marginaux décroissants? Le choix d'investir dans un nouveau système, technique, économique, social et politique, nécessitant un coût total d'entretien plus faible, entretenant une production plus faible aussi, mais pour un rendement marginal plus élevé. Décroissance, sobriété? Ouais, sobriété à mort. Simplification, mais j'ai quand même mis le mot innovation dans le sens où c'est pas revenir au modèle Amish comme certaines personnes le pensent. Non, mais c'est le modèle Amish, c'est avant. Enfin, voilà. Après, il y en a qui le vivent toujours. Hein, non, mais ça veut dire garder ce qu'il y a de bien quand même dans notre savoir-faire technique. C'est ça. D'accord, l'utiliser à bon escient, mais aussi amener le plus possible les individus à être autonomes. Ouais. Au lieu que ton savoir-faire technique parte là-dedans pour t'en sortir un tous les 6 mois ou tous les 3 mois dans une marque, c'est utiliser cette énergie qui est nécessaire dans des choses plus utiles pour nos déplacements, pour nous chauffer, pour vivre en fait. Garder du confort, décider de... Voilà, qu'est-ce qui est important, c'est d'avoir un système de santé, c'est d'avoir des bonnes interactions avec sa famille, ses voisins, d'avoir un système éducatif qui tourne. Mais par contre, effectivement, on fait une croix sur peut-être les voyages à Dubaï. C'est peut-être pas indispensable dans sa vie pour se sentir accompli à la fin de sa vie d'être à Dubaï. Je croyais que ça l'était. Je pensais que ça l'était. Après, chacun son avis. Hein. Je me suis trompé. Mais tu vois, et ça demande aussi un débat démocratique et ça demande d'en discuter, ça demande de convaincre aussi. C'est pas évident. Mais quand ce livre-là, pour moi, il résumait qu'on court, on sprint. On est constamment dans un sprint, non-stop. Ce qui m'amène à ce point qui m'a retenu mon attention. Parce que oui, l'emballement du monde, regarde à quelle vitesse on va, on utilise toutes les énergies possibles pour transformer le monde et éclater nos 9 limites planétaires.
et épuiser nos ressources, qui demandent plus d'énergie encore pour aller les récupérer, notre système alimentaire, tout. Et je pense que les gens qui sont abonnés à Limite savent très bien de quoi on parle forcément, mais c'est cette métaphore, ce concept de la reine rouge. Et franchement, ça m'a parlé et il a fallu que je relise 4-5 fois ce moment où tu en parles parce que c'est très parlant, quoi. Donc ça, c'est un concept qui a été mis au point par un biologiste. Lui, il a plutôt appliqué ça aux vivants au début et à dire que il y a ce concept de la reine rouge qui expliquerait la course aux armements des espèces. Bon, c'est un peu compliqué parce qu'il penserait qu'il n'y a que la compétition qui drive l'évolution naturelle des espèces. Mais ça vient de quoi? Ça vient d'un petit extrait dans Alice au pays des merveilles. Il y a la reine et Alice qui se mettent à courir. Me demande pas pourquoi et à quel moment, je me rappelle pas. Mais elles se mettent à courir et en fait, Alice court et elle se rend compte qu'elle fait du surplace. Le paysage défile autour d'elle et elle fait du surplace. Tu sais, on aurait pu passer encore plus de temps, je trouve, effectivement, mais on aborde beaucoup ce sujet-là, sur la révolution industrielle, utilisation et exploitation du charbon, parce que, de nouveau, dans ce livre, on se dit pas juste « Ah tiens, on va utiliser le charbon parce que c'est trop cool ». Non, il y a des conséquences environnementales à ça, il y a vraiment tout un cheminement. Il y a des raisons sociales, voilà. Économiques. Ouais. Allez le choper vraiment parce que je crois que c'est là-dedans, regarde, on va pas résumer tes 500 pages, excuse-moi, en caractère 8. Hein, ouais, non, mais arrête, là tu fais peur aux gens là. Non, il faut pas avoir peur, c'est un des livres les plus complets que je trouve sur le sujet. Donc, et c'est moi qui dis ça, moi qui reçois des tonnes de livres par semaine, je vous dis pas, purée, j'aurais préféré qu'on m'envoie des jeux vidéo, mais qu'est-ce que tu veux, je me suis embarqué dans cette aventure. Aujourd'hui, on a compris, limites planétaires qui sont en train d'être outrepassées. Je voudrais un peu ton feeling sur l'avenir, les perspectives. Qu'est-ce qu'il nous reste comme frein à main à tirer, comme levier à actionner? Je veux vraiment l'avis de Monsieur Victor Court qui m'a sorti cette belle bible de l'Anthropocène. Allons-y. Bon, je prétends pas avoir la réponse absolue, hein, mais ce que je pressens, c'est que on ne comprend pas, en tout cas les décideurs politiques et je pense la majorité de la population, hein, ne comprend pas que, a priori, on n'arrivera pas à avoir un monde avec autant d'abondance matérielle et autant aussi de gâchis, parce qu'on gâche beaucoup. En fait, le système capitaliste néolibéral est extrêmement inefficace, contrairement à ce qu'il veut bien raconter. Sans énergie fossile, malheureusement. Moi, j'ai du mal à croire à un système 100% bas carbone qui arriverait justement à générer assez de surplus énergétique, hein, c'est-à-dire à assurer son maintien. C'est-à-dire, il faut bien comprendre qu'actuellement, les éoliennes, les panneaux photovoltaïques, le nucléaire, ça repose sur l'énergie fossile. On a besoin... Le bulldozer qui extrait les métaux, le cuivre et tout ce qui permet de faire une éolienne, ce bulldozer-là, il fonctionne avec de l'énergie fossile, d'accord? Donc, il faudrait imaginer un système où on a tout électrifié. Véhicules, transport, tout. Tout à base d'hydrogène. On a assez d'éoliennes et de photovoltaïques. Et puis, ce truc-là arrive à générer quand même un surplus pour faire autre chose. Parce que c'est quand même ça qui nous intéresse. Le système énergétique, le but, c'est qu'il génère un surplus pour le reste de la société. Hein, pour faire des livres si on aime lire, pour manger, pour avoir un toit, pour avoir un iPhone, etc. Pour les rénovations. Pour la rénovation. Non, mais ok. Je pense qu'on ne comprend pas que, à l'heure actuelle, il n'y a pas de démonstration formelle qu'un système 100% bas carbone arriverait, j'aime bien cette expression, à boucler sur lui-même et à générer du surplus. En tout cas, peut-être qu'il arriverait à le faire, mais il arriverait. On ne pourrait pas avoir le même niveau de gabegie énergétique en fait en sortie, c'est-à-dire tous avec plein de paires de jeans, de 2 ou 3 voitures pour certains ménages, de l'avion pour aller en Thaïlande, etc. Donc, et ça n'a pas été compris. Et donc, pour l'instant, ce qu'on essaie de faire, c'est juste de mettre plus d'éoliennes et, si possible, de consommer moins d'énergie fossile. Et encore, pour l'instant, les énergies renouvelables, elles s'additionnent sur le système fossile, elles ne le remplacent pas. Okay, donc vraiment, moi, tant qu'on n'aura pas compris ça et que donc on n'aura pas compris que la sobriété, on en a absolument besoin et que c'est pas juste un petit choix parce que à cause d'une invasion d'un pays par un autre, ce qui est tout à fait tragique, le prix de l'énergie du gaz a augmenté et que donc ça nous emmerde là pour passer l'hiver, c'est pas ça la sobriété, c'est pas des petites mesures à la dernière minute. C'est vraiment tout changer, on l'a dit déjà tout à l'heure. Et donc tant qu'on n'aura pas compris ça, je ne vois pas comment on
on ira vers un monde bas carbone et donc un monde qui respecte les limites du système Terre. Moi, ce dont j'ai peur, malheureusement, c'est que quand ce voile d'illusion va commencer à se craqueler un petit peu, et qu'on sera peut-être en 2040, 2050, et qu'effectivement, on se rendra pas bien compte qu'on n'arrive pas à tout électrifier, qu'on n'arrive pas à mettre de l'hydrogène partout, etc. Et qu'au contraire, le changement climatique, il est de plus en plus impactant. On aura besoin d'énergie. On aura besoin d'énergie pour construire des digues, pour construire machin, pour assurer les rendements agricoles. Et j'ai peur que ce qu'on continue à faire, c'est au contraire de continuer à miser sur le fossile, tu vois. Parce qu'on n'aura pas anticipé ce besoin du levier sobriété. J'imagine toujours, est-ce que le monde finirait comme l'Inde qui s'est ramassé des chaleurs mais horribles, le Pakistan aussi, et d'ailleurs après l'eau qui a ruisselé parce qu'il y a une sécheresse sans précédent. Mais quand tu te ramasses une chaleur de dingue, qu'est-ce que tu fais? Tu allumes la clim à fond. Tu allumes la clim à fond ou tu t'en vas. Donc il y a quand même des scénarios qui montrent que l'Inde, une grosse partie de l'Indonésie, il y a vraiment toute une partie de territoire qui serait en fait invivable. À part être que avoir de la clim partout. T'es riche, t'es bien, t'as de la clim, tu tapes ta clim à fond. Si t'as de la clim sur ton lieu de travail et dans ta maison, ok, tout va bien, mais je veux dire. Sinon, tu te barres. T'es ouvrier du bâtiment, t'as pas de clim, hein, donc, et puis t'es agriculteur, t'as pas de clim. Sinon, tu te barres, et donc il y a effectivement. L'ONU, il y a tout un tas d'institutions qui affirment qu'on aura de plus en plus de migrants climatiques pour des raisons climatiques dans le futur. Effritement, dislocation. Effondrement assez sale, période sombre, ou éclosion de territoires résilients qui décident d'alternatives. On met plein d'arbres dans notre commune et comme ça, dès qu'il fait super chaud, on fait pleuvoir un peu, parce que les arbres font pleuvoir. Enfin, je simplifie, mais... Il y a encore une marge de manœuvre quand même. Enfin, je veux dire, si vraiment on avait des gouvernants, des gens au gouvernement, des gens aussi à la tête des grandes entreprises, qui avaient intégré ça, il y a encore de la marge de manœuvre pour éviter le pire, ça c'est clair. Ils n'ont pas intégré, ils ont des scientifiques qui leur disent ça bien avant les rapports du GIEC, où ils sont dans le déni. Alors là, je suis d'accord avec toi, je suis en train de lire un bouquin qui s'appelle « Perdre la Terre » de Nathaniel Rich, je sais plus, j'ai oublié son nom, et qui montre que le niveau de compréhension du changement climatique dans les années 60-70 par l'administration américaine. C'est affolant. En fait, les plus proches conseillers des présidents américains, plein d'instituts de recherche, ils savaient tout. Et je veux dire, et pourtant, il y a eu une inaction politique et un lobbying industriel énorme pour ne rien faire. On est vraiment passé à la fin, au milieu des années 80, à côté d'un tournant. On a perdu 40 ans, quoi. Ça me fait rigoler. C'est hallucinant. Le mec, le président, il a le rapport, il lit le truc. De toute façon, je serais mort, donc... Il y a un peu ça, ouais, puis c'est dans trop longtemps, et puis... Alors que maintenant, on y est, quoi. Maintenant, on y est, mais tu vois bien que la façon de réagir, c'est quand même... Mais non, on va faire de la croissance verte, on va faire de la croissance sobre, on va faire plus de technique, quoi. En gros, il n'y a que l'innovation qui va nous sauver, l'innovation technique high-tech. Alors, l'innovation technique high-tech a un rôle à jouer, mais on mise trop sur elle. On ne mise que sur elle, en fait. Et on reporte l'idée de sobriété sur les petits gestes individuels. Et ça, c'est le gros problème. La sobriété vraiment réfléchie de façon systémique, c'est pas que les petits gestes, c'est pas que les bonnes pratiques. C'est vraiment... ça doit être réfléchi au niveau de l'État, vraiment, de façon proactive, quoi. Sors-moi quand même 2-3 bails positifs. Tente, rentrons un peu dans le déni. 2-3 bails positifs en mode, allez, ça va bien se passer. Le truc super positif, c'est moi la génération actuelle, des plus jeunes. J'ai des étudiants, moi, qui ont 22, 23 ans. J'en ai 10 de plus. Et je les trouve, 1, super alertes sur ces sujets-là. 2, super politisés. Et ils comprennent bien que l'écologie, en tout cas une société qui serait vraiment écologique, ça semble incompatible avec l'idéologie néolibérale et avec la droite, en fait, à ce moment. Ils sont quand même plutôt à gauche, quoi. Ils sont en tout cas, ils font un choix. Ils affirment qu'ils sont de gauche ou de droite. Ce qui, moi, quand j'avais leur âge,
quand j'avais 22-23 On ans. parlait pas de nos opinions politiques. Ouais, hein. il y avait vachement, mais la politique, non, mais je suis apolitique ou voilà. Quand un business tourne, est-ce que tu te mêles de la hiérarchie et tout ça? Non. Quand un business commence à vaciller, Ouais. tu dis, bon allez, on va s'en mêler un peu. C'est ça. Conseil aux jeunes générations, aux gens qui regardent cette vidéo. Personnel, un conseil qui vient de ton ouais. cœur. Non, conseil, bien sûr, regardez des chaînes comme Limite, comme Elucide, comme Thinkerview. Enfin, c'est clair que ça, avoir 1h30, 1h30, 2 heures d'interview avec quelqu'un qui vient présenter un point de vue super. Enfin, c'est peut-être ce que YouTube a fait de mieux pour moi, tu vois. Après, par contre, lisez des bouquins quand même. Je le dis pas parce que là, je viens vendre mon bouquin, mais ma façon, moi, de m'informer, par exemple, d'essayer de comprendre un peu mieux le monde et pour essayer de changer aussi, c'est très peu d'écouter les médias, en fait, les journaux et la télé. Voilà. Pour moi, c'est les bouquins, les essais, prendre le temps pour en débattre aussi après avec mes amis. Et puis, en fait, il faut du temps, en fait. Et donc, c'est pour ça qu'un entretien de 1h30, je trouve, on a le temps quand même d'amener quelques idées, quoi. Dès que vous êtes face à un média qui est dans la réduction, donc pour moi, l'enfer sur Terre, c'est Twitter. Qu'est-ce que tu veux dire d'intelligent en... C'est combien? 140, 160? C'est passé à 280. Ouais, tu vois, je sais même pas parce que je suis pas sur Twitter. C'est toujours très limité. À partir du moment où tu essaies de condenser comme ça un message sur quelques caractères, c'est pas possible de dire quelque chose d'intelligent comme ça. Il n'y a pas l'aspect relationnel, tu vois. Il n'y a pas là aussi. Là, toi et moi, on parle, on discute, on échange et on peut te trouver ça. Il est sympa quand même, le Victor. Alors que sur Twitter, on pourrait dire, bah, quel connard, le mec, il a écrit. Ça pousse aussi clairement à juger les autres et à être super agressif, ça c'est clair. Donc moi, le conseil, c'est vraiment aller sur du média et de l'information qui est longue, quoi, qui est dense. Vraiment, si vous voulez mieux comprendre. Et aussi, faites. Au bout d'un moment, il faut passer le stade. Même moi, j'ai du mal, hein, j'y vais petit à petit. C'est bien de comprendre les choses pour choisir. Et après, il faut aussi passer le cap. Pas hésiter à changer son mode de vie, pas hésiter à être soi-disant radical. Tu vois, je crois que tu as dit dans une interview il y a pas longtemps que tu étais OK pour dire que tu étais radical. Faut pas avoir peur de ce mot, tu vois. On va prendre le problème à la racine des choses. Parce qu'il faut aussi dire, tu vois, je pense que continuer dans le déni et continuer à penser qu'on peut rester dans le même système et que c'est juste une affaire de production énergique, bas carbone ou pas, c'est être pour moi dans un extrémisme peut-être un peu religieux qui est néfaste. Tu vois, c'est une forme de... Enfin, qui sont les radicaux, en fait? C'est les gens qui pensent qu'on n'a pas grand-chose à changer et qu'il faut continuer avec la croissance? Ou c'est le patron de Total? Ouais, ou c'est celui qui veut aller dans une ZAD. Enfin, tu vois, la radicalité, il y a un moment, enfin, faut vraiment aussi démystifier ce terme. Ah, pour moi, un système qui détruit la biosphère et qui provoque la 6e extinction de masse des espèces vivantes, il est quand même très radical dans sa manière de... Voilà. Ouais. Et de penser que la seule façon d'atteindre le bonheur, c'est de consommer de plus en plus de trucs. Ce qui est faux, c'était démontré. Ouais. Non, mais tu vois, c'est quand même ça. C'est quand même... c'est un message qui est faux, mais c'est surtout dans la... Enfin, vraiment, faut pas hésiter aussi à utiliser le mot propagande. J'ai utilisé tout à l'heure. Tu vois, propagande, ça fait un peu peur, on dirait. Mais en fait, pour les gens qui ont inventé ce qu'on appelle maintenant les relations publiques, Édouard Bernays dans les années 20, tu vois, lui, il dit, mais il n'y a pas de problème, la propagande, c'est pas que pour les États totalitaires ou les États fascistes. La propagande, c'est aussi pour les démocraties, ce qu'il appelle les démocraties dirigées. Lui, il disait à l'époque qu'on était, et on est toujours, alors, a priori, dans des démocraties dirigées. C'est-à-dire qu'en fait, la masse, quand même, si elle donne son avis, ça va pas trop dans le sens dans lequel nous, on aimerait élite que ça aille. Donc, en fait, il faut diriger ces gens, et donc, il faut faire de la propagande, tu vois. Pour les pousser à acheter, pour les pousser à aller vers le modèle du pavillon, pour les pousser à prendre l'avion, pour les pousser à tout ça. Tu vois. L'emballement du monde. Allez choper ça, les amis. Franchement, je t'avais dit, hein, je suis arrivé à la moitié. Je l'ai reçu en même temps hier, faut le préciser. Je termine ce soir avec le plus grand des plaisirs et c'était un vrai plaisir. Franchement, ça fait partie du top. Soyez pas jaloux les autres qui sont venus sur la chaîne, mais j'ai adoré. Si vous voulez avoir une vision du monde global, comprendre les tenants aboutissants à travers l'énergie, mais aussi à travers l'environnement, qu'est-ce qui nous a fait qu'à un moment donné on passe de ci à ça et l'aspect sociopolitique, philosophique même. Un tout petit peu philosophique. Ouais, effectivement, mais c'est important quand même, il est vraiment canon. Merci Victor. Merci à toi. Et bon train parce que je crois que tu dois foncer le prendre. Faut y aller là. Allez, je te dépose au métro.